Bienvenue dans le Small Talk, l'émission dans laquelle, contrairement à ce que son nom l'indique, on parle beaucoup. Je suis Hugo, et permettez-moi de présenter nos chroniqueurs, nos talents, nos ménestrels de l'impossible. À ma droite, j'ai Tom, il a bien une tête de surfeur et pourtant, il sait tout faire. Et à ma gauche, j'ai Laurent, le pitre magnifique. Le concept de l'émission, c'est simple, on n'en a pas. On discute entre amis de sujets tels que la technologie et les jeux vidéo. Alors aujourd'hui, c'est la première émission en live. Donc, s'il vous plaît, dites-nous que vous nous entendez bien. S'il vous plaît. Même si vous nous entendez mal, dites-le, dites bonjour, dites que vous nous entendez bien. Et ce sera magnifique. Donc, suivez-nous sur cette chaîne Twitch et vous pourrez aussi nous retrouver sur notre YouTube, ainsi que sur notre Spotify et sur d'autres plateformes de podcast aussi, non ? Sur Encore, mais... Ouais, sur Encore, mais personne... Qui va là-dessus, voilà. Quelle importance, voilà. Quelle importance. Vous pouvez suivre aussi notre Twitter. Sur lequel on pub tous les lives. Exactement, @lesmalltalk sur Twitter. Et oui, c'est là que ça se passe. Bah écoutez, sur ce, est-ce qu'on pourrait pas commencer ? Ou alors, Laurent, est-ce que tu veux un peu peut-être parler de l'émission, parler de... Je vais dire un mot. Ouais, vas-y. Santé. Santé, bah oui, c'est vrai, bah ça. oui. Attendez, on prend le temps de la... Elle nous fait de l'œil depuis tout à l'heure. Santé. Santé les gars. On prend le temps de la savourer les gars, celle-là. C'est important. On rappelle que c'est bien sûr de l'eau. Voilà. Bien entendu. Toujours. 18h18, il est un petit peu tôt pour boire une bière, mais... Allez. À consommer avec modération, bien sûr. Voilà, bon là aujourd'hui elle est pas là, mais elle est pas venue. Mais... Non. Yes. Donc voilà le niveau de l'émission. Voilà. Vous attendez pas à des blagues de malade, mais... Est-ce qu'on proposerait pas un petit sommaire à l'émission ? Un petit sommaire. Alors, eh bien, Tom va un petit peu commencer par animer une première partie dans laquelle on parlera d'actualité sur les technologies. Et pas mal d'Apple aujourd'hui, à ce que je crois. Ah bah, keynote de lundi oblige. Voilà. Apple, presque. Mais presque vous allez confirmé. voir que ça va aussi intéresser tout un chacun. Il n'y a pas besoin d'être un fan d'Apple. On n'est pas des gros Apple addicts, mais puis, c'est quand même intéressant, c'est pas à ignorer. Donc, voilà. Et puis même, ça aura une influence très certainement sur le reste de l'industrie. Sur beaucoup de choses, ouais. Donc Voilà. ça, et ensuite, Laurent nous parlera d'art dans l'informatique. C'est bien ça, si je me trompe pas ? Alors, c'est même de l'art numérique. De l'art numérique. C'est-à-dire que, pour 2 phrases, c'est récupération de data et visualisation sous forme artistique, avec une explication derrière, avec une histoire comme on connaît l'art. Et de manière générale, qu'est-ce que l'art D'accord. numérique et Un peu de philosophie, quoi, avec toi ce soir. et ben en fait ça va être, Oh là là, c'est beau. ça va être léger, beaucoup plus que la semaine dernière ou il y a 2 semaines quand Un peu moins déprimant. En fait, Un peu plus déprimant. positif. léger mais profond. Voilà. Sans... Mais très intéressant. simple mais pas simpliste. Waouh. Voilà. Et ensuite, je vous parlerai d'un jeu vidéo en particulier, ou plutôt d'un rocambolesque accident commercial, comme l'a titré le Courrier International, en parlant de Cooking Mama, Cooking Star. Cooking Mama. Donc là, pour ceux qui connaissent Cooking Mama, ils sont perdus, mais qui s'inquiètent pas. Je vais leur expliquer, ça va bien se passer, ça va être intéressant, c'est une histoire folle. La face cachée de l'iceberg. Exactement. La face immergée, par contre. La face immergée. Parce qu'effectivement un iceberg est immergé. C'est vrai. Mais Mais après, sachant qu'elle est immergée, elle est cachée. Ouais, yes. Bon allez, vas-y Tom. Super. Et cette fois avec Laurent, on va essayer de moins te... Ouais. On va essayer de te- Ouais, vous me piquez pas ma chronique. Voilà, exactement. On va Même essayer de si, te laisser parler. C'est gentil. Après si tu dis n'importe quoi on peut toujours... C'est vrai. Non, mais le but, c'est un petit peu d'échange, voilà. Du coup, on va commencer le podcast avec les infos de l'info. Toujours le même nom pourri, mais je sais pas, j'aime bien vraiment. Big up à Cédric qui avait donné l'idée. effectivement c'est totalement Cédric ou Drixé comme on l'appelle dans le milieu. D'accord. Il se prénomme comme ça. Ou hein. M. Cédric. Effectivement ouais. Yes. Allez on avance. Ouais. enchaînons. Donc il nous avait proposé les infos de l'info les gars et voilà et du coup c'est resté. Donc on a eu une keynote d'Apple lundi à 19h. Vous étiez devant ? Le début, ouais. Le début là, ouais, alors qu'on va surtout parler de la fin. On va surtout parler de la fin. Donc c'est un petit peu triste, mais on va parler un petit peu du début quand même, mais surtout de la fin. Et Laurent, il me semble pareil. Alors j'ai été pour à peu près 2 tiers de la keynote. C'est-à-dire que les 2 premiers tiers, je me demandais où est-ce qu'il voulait aller.
Enfin, vous allez dire 2 premiers tiers. J'ai suivi un tiers au début. T'avais l'impression qu'ils avaient pas grand chose t'as à pas montrer, su- quoi. C'est En le fait- milieu que t'as raté, quoi. Ouais, bah de toute façon, on va laisser Tom en parler. Mais, Ouais, Donc t'as voilà. loupé le milieu. J'ai Donc, loupé le ça, milieu, ça en tombe bien effet. parce que je sais pas si je vais parler du début ou du milieu. Moi je l'ai suivi entièrement. Le milieu, c'était l'Apple Watch, donc. C'était l'Apple giga Watch. OZEF, quoi. Ouais, ouais, Je me ouais. suis Non, juste mais... dit- je me suis juste dit que leurs locaux sont Voilà, bah, incroyables. ouais, voilà. T'inquiète Dans pas, mes, il dans va mes en notes, parler. dans mes T'inquiète notes, il y a pas, marqué. il va en parler. Bon, du coup, on va pas parler du bâtiment qui est ouf, hein, parce que bon, voilà, ni de la prod. La prod, enfin, Très bien. j'aimerais bien voir le behind the scene du machin parce que un truc de ouf. Voilà, on va pas parler non plus de l'arrivée des widgets sur Apple qui sont là sur Android depuis la version, Bah, même- 14, Non, non, non. et C'est la. sachant qu'on n'est pas à la version 14 d'Android, 13. Sont- Ah, Android, Depuis pardon. 1.6 Ouais. 1.6 ou 2.1 1.5. Oh. Donc voilà, bon, on a Ah là On a là, un petit peu de retard, voilà, c'est Wikipédia qui me l'a dit ça tout à l'heure. Sur Froyo. Mais est-ce que C'est pas tu peux ça peut-être préciser un peu ce que c'est Alors- une keynote en Alors, vrai sur. Je regarde la Cupcake. Voilà, un joli nom tout mignon. Et Mignon Android. la keynote, bah, c'est tout simplement. Là, donc, c'était une keynote développeur. Donc, c'est les conférences Apple où il y a Tim Cook qui parle. Voilà, en général, une grosse mise en scène. Là, pas en live, d'habitude, c'est en live, mais bon, Covid-19 oblige. Et là, c'était pour les développeurs. Donc, en gros, on s'attendait pas à avoir un nouvel iPhone 12, voilà, ce genre de choses. Les développeurs, eux, ça les intéresse pas. Et puis, ça serait pas estampillé développeur pour ça. Donc voilà. Donc au début, on va parler quand même de, avant de parler sur des processeurs ARM, parce que vous attendez tous à ce qu'on parle de ça. On va parler de CarPlay. Enfin non, après CarPlay, on a CarKey. Donc voilà, un petit débat quand même avant tout pour commencer. Donc les clés de voiture dans le téléphone. Donc c'est quand même voilà, Peut-être essayer d'expliquer vraiment ce que c'est, comment ça marche. voilà. Donc en gros, ce qu'on va avoir, c'est que maintenant sur le téléphone, on a une puce NFC, la même chose que dans les cartes de crédit, et ça permet de faire tout plein de choses sans contact, à faible distance. Et là, du coup, ce que Apple nous propose, c'est de rendre la puce NFC de l'iPhone donc compatible depuis l'iPhone 6. Ah, Donc on a quand même une compatibilité qui est... en fait, c'est on a- software comme truc. Ouais, c'est très software, ouais. C'est bizarre, pas comme par exemple les AirPods où on a une compatibilité qui est... Il me semble qu'il faut une puce ou un truc comme ça. Je dis peut-être de bêtises, mais... Des il me AirPods semble qu'il y a peuvent une- fonctionner sur Android et tout. C'est juste oui, que mais ça marche pour, moins ouais, bien, mais pour que tu ouvres et Oui. bam, c'est connecté. Ouais, Je crois ouais, que c'est un ouais. peu plus long. Et voilà, du coup, on a ça maintenant, et on va avoir la clé de sa BMW, puisque c'est BMW qui va commencer ça en 2021, dans son téléphone. Une marque grand public. Une marque grand public, pas cher, cher. voilà, bientôt sur Dacia. Voilà, du coup, je trouve que c'était intéressant quand même, récolter les avis un petit peu. D'ailleurs, est-ce que dans le chat, non, il n'y a pas de réaction dans le chat, voilà. On s'y attendait un petit peu. Mais voilà, vos avis un petit peu sur CarPlay, CarKey, pardon. Bah, CarKey, donc ça veut dire que, comme a dit Marques Brownlee sur Twitter, Ouais, j'allais le citer justement. c'est-à-dire voilà, tu perds ton téléphone, bah en fait tu perds aussi ton portefeuille parce que Apple Pay, tu perds ta clé de voiture, tu perds tout, tu passes tes la photos. pire Ouais, mais- tu perds tes photos, tu passes la pire journée de ta vie quoi. Ouais, mais voilà, c'est ça que je voulais dire parce que, en soi, alors, je suis pas vraiment, on sait pas vraiment tout, mais je pense que tu as quand même une clé qui vient avec ta BM. On va dire BM parce que c'est spécialisé BMW pour l'instant. Ouais, mais du coup ça sert à rien d'ouvrir avec ton téléphone si tu dois emmener ta clé avec toi. Non, bien sûr, non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu perds ton tel, t'as perdu une clé. Ouais. Tu vois, Ouais, t'as pas perdu ta clé. Hmm. Sachant que moi, je préfère perdre, enfin, sans parler d'argent, je préfère perdre mon téléphone avec la clé dedans Hmm. que la clé tout court sans, enfin, parce que là, du coup, tu peux vraiment plus ouvrir ta voiture, quoi. Et le mec qui trouve ta clé, il trouve ta voiture, il ouvre, il se casse avec, quoi. Hmm. Alors que ta voiture, enfin, alors que ton téléphone, tu peux quand même, enfin, t'as quand même empreinte digitale, machin et tout. Donc voilà, parce que je sentais, En je gros, tu tendais une penses que perche. c'est plus safe que Bah que des ouais. clés, finalement. Bah ouais. Ouais. Moi, je sais que je pense que je serais un utilisateur. Ouais. Si Si sur mon t'avais téléphone, Cette voilà, BMW si j'avais une BMW 2021. du futur. 2021, Et c'est ouais. la série 5 en plus, donc c'est Oui, même pas. ouais, la c'est- M5, bon. Ouais, c'est c'est pas même pas les séries 1, c'est-à-dire que c'est déjà un c'est modèle une qui. haut de gamme quoi, ou une gamme Ce qui me fait rire, c'est on va que dire que c'est assez haut de gamme. c'est des grandes routières, donc ça va être l'équivalent de on va dire la Mercedes classe E. Après ça, on peut voilà, entre c'est guillemets des l'enlever problèmes. du débat en imaginant que ça aille plus loin.
Parce que ça, c'est vraiment la première voiture. C'est vraiment la première voiture. Pensons Ouais, pas mais- 2021, Non, mais ils pensons vont aussi- 2025. Ils ont aussi annoncé, d'ailleurs c'était marqué dans les marques derrière qui étaient à venir, il y avait Ford aussi Ouais. dedans qui allait arriver. Mais moi enfin, en fait il y a déjà des marques haut de gamme qui font ça et qui Ouais. font ça même très très bien. Je connais Pas avec le téléphone. pas Si. avec le téléphone mais avec le pied par exemple. Avec le pied. Avec le pied. En gros, alors Land Rover, Oh là. Land Rover, Non, Ah, vers tu le passes coffre, le tu pied veux sous dire. la tête. Oui. voilà. Ouais, mais Land- ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à si, voir. parce que regarde, Ok, d'accord. Land Rover et Volvo par exemple, je sais que le XC90 et le XC60 le font. Donc On c'est parle les- de voiture là. en Laurent. gros, c'est les 4x4, c'est-à-dire que c'est les gros. Et c'est- la Clio 2, elle le fait ou pas? Je crois. Non, Ouais. c'est faux, C'est totalement. Bref, du coup, en gros, Land Rover, t'as la, Clio 2 de 2006. la Land Rover, t'as la clé dans ta poche. Ouais. Et du coup, ça repère que t'es dans une. Donc avec Ah, mais le c'est le NFC. kit main libre. Oui. Oui, Et bien voilà, sûr. et du coup, tu passes ton. Oh, pardon. Et tu passes ton pied, par exemple, sous la porte. Ouais. Et là, ça ouvre la porte. Ah, mais ça. La enfin, Tesla ouais. aussi fait pareil. Oui, où, t'as la clé dans si la t'as les, poche. si t'as les mains qui sont encombrées, t'as la clé dans la poche, tu Ouais. passes le pied en dessous du coffre et du coup, Oui. t'as le coffre. Non, qui mais se lève. le déverrouillage en kit main libre, ça existe depuis longtemps. Même la Renault Enfin, Espace, moi, celle-là, hein. Voilà. Mais oui, voilà, mon père il avait un Scénic 2, donc tu vois, sur la Clio 2, je suis sûr qu'il y avait, en fait, c'était une blague, mais c'était pas tant une Non, blague la que ça. Clio 2, faut pas exagérer. Mais Clio... Le Scénic 2 avait le kit main libre. le Alors, Scénic 2, par c'est contre, main il libre. y avait pas le pied. Alors juste fais gaffe, Non, parce que mais- quand tu dis kit main libre, on pense vraiment au truc pour Non, le alors téléphone. le kit main libre, on a obtenu 3 succès sur Twitch. Waouh. Impressionnant. Incroyable. En gros, c'est que tu as ta clé dans ta poche. Et lui, il détecte, mais pas par NFC. Parce que NFC, c'est pas loin quand même. On a une portée C'est de 20 1m20. cm. C'est 1m20, 1m20. Ouais, Et bah, ça va plus, le kit main libre, c'est un peu plus que ça quand même. Et il détecte, toi t'arrives, t'ouvres la porte, ça. il détecte la clé, et ça existe depuis 2006, 2005, un truc comme ça. Là, c'est vraiment le téléphone, quoi. Ouais. Mais tu vois, je vois pas Mais je l'avantage. pense- Si, bah moi je vais te dire Je l'avantage. vois pas l'avantage d'avoir son dans- téléphone et de pouvoir ouvrir directement. Eh ben, je vais te dire c'est quoi l'avantage, parce qu'effectivement on pourrait dire bah ça existe depuis 1000 ans les voitures, en fait t'as juste la clé dans la poche et ça marche quoi. Ouais. Mais en fait le truc qui est stylé, en tout cas qui est au moins intéressant, c'est qu'en fait tu peux prêter ta voiture en envoyant un SMS à quelqu'un qui a un iPhone. Ah, ça c'est Oui, stylé, oui, par contre. oui, Ça, oui, j'avais tu pas peux. vu, par exemple. Et c'est ça, et en j'avais fait pas vu. je pense que Voilà. elle est là la plus-value en fait, ça va être toute l'intégration. Ah, moi, pour moi, c'est pas ça qui m'intéresse le plus. Bah, c'est-à-dire que le truc de la clé que t'as dans la poche et que ça ouvre la porte, pourquoi tu te ferais chier Bah, en fait, entre je l'avais- guillemets, avec ton Bah parce téléphone parce que tu peux, admettons, si ça peut être utile, par exemple, si famille nombreuse, par exemple, voilà, on arrive, tous les enfants ont 18 ans, Mhm. t'as pas 4 clés de voiture. Tout le monde là, comme t'as pas 4 cartes de crédit. Pourtant, sur ton téléphone, tu peux Mhm. multiplier par 4 tes cartes de crédit. Bon, même si t'es limité au sans contact. Mais là, du coup, t'as 4 clés et t'as pas besoin de les faire refaire, les clés. Oui, mais t'as pas 4 personnes qui vont utiliser la voiture en même temps et qui vont la conduire. Donc tu Non, marques bien une seule sûr, clé à chaque non, bien fois. sûr, mais attends, c'est Imagine tellement... en entreprise, imagine En une entreprise, en tout le monde- entreprise. Tout le monde a un iPhone, il y a 30 gars qui ont un iPhone et il y a 2 véhicules de fonction. Ouais, tu vois, Ah bah ouais. T'envoies un message depuis ton bureau. Ah bah vas-y, tu peux utiliser la voiture de 17h Ouais, mais- jusqu'à jeudi prochain 22h. mais tu vois, le problème, c'est qu'on dit à quel point les keynotes d'Apple sont incroyables en termes de communication et ce genre de trucs. Et ben moi, j'avais pas du tout compris ça. Et pourtant, Mm. je l'avais vu en live et j'avais vu le passage avec la voiture et tout ça. Ça dure 3 secondes. Hein. Ça dure 3 secondes. Ça dure Au fait, 3 secondes, au mais fait, j'ai sur, absolument- sur iMessage, vous pourrez envoyer. Ouais, mais voilà, mais tu vois ce genre de, 3 secondes. mais tu vois ce genre de truc. Plutôt que de montrer et pendant alors je sais que bien sûr il devait y avoir des partenariats avec BMW avec des millions qui devaient être passés derrière vu qu'on voyait en gros la BMW série 5 bien mise comme ça, Mhm. mais ça a quand même été montré pendant 10-15 secondes, le téléphone qui s'approche de la portière, le truc qui s'allume, Oui. qui se met, tu vois, moi j'aurais largement préféré voir une évolution en mode maintenant les voitures de fonction, vous répondez à un SMS, vous avez un truc, Mhm. directement on vous envoie un SMS et hop, peut-être plus de présentation au niveau du SMS, tu vois. Ouais. Non mais je pense que c'est surtout, regardez, salut, ça existera bientôt, tu vois. Je pense que c'est plus ça, tu vois. Et puis plus tard, ils le présenteront plus au public, parce que t'as dit que c'était pour les développeurs. Après, j'ai quand même eu l'impression qu'ils ont montré pas mal de trucs au public au final. C'est une keynote développeur dans le sens où pour moi c'est en mode soyez pas déçus si ça vous correspond pas. Ouais. Voilà. Mais au final, final, ils ont présenté un iOS 14, Hmm. les widgets, bon même si... Enfin, En vrai, c'est assez clean comment ils l'ont fait. L'intégration des widgets. Même Moi, si, j'aime pas. en vrai, après, en vrai, c'est un tout, tu vois. ça, ouais. Après, non, les widgets, enfin, c'est ça, vraiment. Ouais, c'est vraiment on s'en OSEF fout, quoi. C'est vraiment Mais- OSEF. Mais il y a hein. plein de trucs qui sont intégrés depuis les versions 5 et 6 d'Android, comme par exemple, typiquement, le fait de pouvoir répondre à un appel et de pouvoir continuer à utiliser ton téléphone, même à côté,
genre pouvoir continuer à scroller sur Twitter. Attends, parce genre que de là, trucs. non, bah, c'est vraiment ce qu'ils ont montré parce que. Et ils ont montré ça. Ils ont montré ça sur. et j'ai vu- Non, ils ont pas Non, vraiment ils ont montré pas ça. montré ça. Pour moi, ils ont montré le fait que si tu as Facecam, je crois que c'est ça, hein, FaceTime, qui t'as un appel. Mais appel ben, en FaceTime gros- et appel téléphone aussi. Il y a les deux. Ouais, Non, non, mais peut-être, en fait, mais tu en peux gros, quand même ça utiliser ton prend téléphone. pas Oui. l'entièreté de Oui, l'écran. c'est ça. Oui, mais ça se fait sur Android depuis la version 5. Oui, non, mais ça aussi, tu peux le mais faire en sur fait, l'iPhone. c'est- Non, mais non. mais depuis toujours, oui, voilà, tu peux le faire sur l'iPhone. La seule différence, donc c'est encore une fois, c'est vraiment OSEF, c'est juste que quand tu reçois un appel, le moment de recevoir l'appel, quand ton téléphone sonne, là c'est une notif au lieu d'être Voilà. tout l'écran. Mais sinon, C'est ça. tu Ah oui, peux quand même, oui. une fois que tu es en appel, comme avant, tu pouvais déjà Oui, non, mais moi je parle. sortir de l'appel et quand même faire des trucs sur ton Oui, mais téléphone justement, pendant l'appel. je parlais pas de pendant l'appel pouvoir sortir et continuer à utiliser ton téléphone. Oui. Je parlais de la notif que tu reçois. Ouais. Sur Android, ça se fait depuis la version 5 de recevoir juste un petit Oui, carré ok, en haut ouais. et appuyer et répondre et Ouais, continuer à utiliser ton non, téléphone. bah, c'est comme les widgets, Mais ouais, sauf que- c'est sûr. Mais sauf que nous, Mais- pour nous qui utilisons Android depuis les versions, enfin moi j'utilise Android depuis 2.1 par exemple, et ben je dois dire que ce genre de truc, je suis en mode un peu OSEF, sachant que j'ai vu que sur Twitter les gens étaient en mode waouh c'est un truc de malade, on va pouvoir vous ignorer avec vos appels et tout. Moi je suis en mode mais Bah, les gars, c'est les oh, utilisateurs d'Apple. Il y en Mais- a qui utilisent Apple depuis la version. Mais ils sont contents, tu 1.0. vois. Ils Ouais, sont bah, contents. bien sûr, bien sûr. et toutes les mais, implémentations comme ça, ils étaient vachement contents. Les widgets Mhm. par exemple, ce genre de trucs. Ouais. C'est sûr, c'est sûr. Du coup, moi, pour des questions de performance, j'ai dû enlever le monitoring de Twitch. Ok. Donc, c'est à vous de faire. Ah, il faut qu'on regarde Twitch en Voilà. même temps. En gros, il faut que vous regardiez le live parce que on est actuellement sur le PC portable là. Et les deux cams plus tout ça, Tranquille, ça ça va bien se passer. Très bien. il aime pas trop, surtout qu'il fait actuellement plus de 30 degrés chez nous. Hein. Donc voilà, je sais pas si chez vous il fait chaud. Normalement, il fait chaud dans toute Bah, la écoute, France. ça a l'air de bien marcher en tout cas. hein. Ça a l'air de bien marcher. Parfait. Et si on entend un bruit, c'est C'est totalement le le chat qui est derrière et Qui est crie. dissident. Parce qu'il a eu des croquettes et maintenant il veut de la pâtée. Voilà. Et à mesure qu'on avance de plus en plus dans le podcast, Ah bah, on il entendra arrive. de plus en plus. Bah, il arrive, hein. De toute façon, le chat, c'est la star un peu de ce Le podcast. chat, hein. Bientôt bah, la on l'a- mascotte, hein. Mais on l'a pas vu la dernière fois. Pour l'instant, on a mis le micro de Laurent, mais qui Voilà, sait. pour l'instant, Bientôt, Quand je vais commencer à devenir trop chiant, micro sur le chat quoi. voilà. Par contre, Ah, terrible chat. Terrible. terrible. C'est pas grave, c'est pas grave. Bah, Mais c'est écoute, pas grave, Tom, elle va finir par se calmer. Quoi d'autre? On a parlé des widgets. Bah quoi de d'autre Karki. Voilà, non mais voilà, parce que Karki, bon, c'est pas ouf. Ouais. Ça c'était au début de la keynote, et puis ils ont gardé le meilleur pour la fin. Et du coup, on a eu une confirmation de ce qui était une rumeur depuis quelques années quand même. Depuis l'embauche, je me suis renseigné, depuis l'embauche d'un ingénieur ARM Ouais. chez Apple en fait. C'est Craig Oui. Figuerini, c'est le gars qui présentait ou pas du tout? Alors c'est une bonne question, mais en fait c'est il y a 2 ans, je crois, il y a eu une embauche d'un ingénieur Ouais. ARM en fait et les gens ils ont fait C'est là que la rumeur. et c'est là a que commencé. la rumeur a explosé et au final c'était pas si faux. Contrairement au modèle de la PS5 qui était absolument hideux de je sais pas qui en mode oh la PS4 elle va ressembler à ça, 5. bah PS5 ouais, bah, comme la semaine dernière, enfin comme il y a 2 semaines, hein, je vais confondre les deux. Au final, c'est un modem. Et du coup. Voilà. Au final. Et du coup voilà, on a du coup la rumeur qui était vraie, donc macOS et les Mac qui passent à Apple Silicon, donc qui est l'architecture ARM de chez Apple. Alors qu'est-ce que ça veut Donc dire? voilà, qu'est-ce que ça veut dire ARM du coup, parce que on en parle un peu, mais même vous, je pense que vous saviez pas ce que Un ça veut petit dire. peu. Voilà, alors c'est l'acronyme de Advanced, vas-y, alors tu feras l'accent anglais, Vas-y, Laurent. dis-le une Voilà. fois. Et Advanced. Laurent, il va le dire. Risk Machine. Advanced Risk Machine. Oh, c'est beau. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Donc voilà, en fait, en gros, c'est ARM, c'est pas des processeurs. ARM, c'est une architecture. Oui. Donc voilà, un processeur ARM, c'est pas un modèle. Voilà, par exemple, ce que tu as dans ton téléphone, c'est une architecture ARM. Ce que Hugo, pareil, il a. Moi, dans le Huawei, c'est pareil. Chez Samsung, c'est pareil. C'est l'architecture. C'est plus la manière dont il va fonctionner. C'est la quoi. manière dont ça fonctionne, voilà. En gros, c'est des CPU, mais enfin des sockets, mais qui marchent d'une certaine façon. Et en gros, du coup, c'est une architecture développée depuis 1983. Donc, c'est pas tout jeune quand même. Et en fait, c'est plus simple que ce qu'on a dans l'ordinateur. Et c'est vraiment orienté consommation énergétique réduite. Mhm. Donc voilà, on n'est pas orienté sur de la patate, mais on est augmenté sur la consommation énergétique. La priorité, c'est la consommation énergétique. C'est le rapport performance, C'est le rapport, consommation d'électricité C'est ça, voilà. et surchauffe.
Donc c'est pour ça qu'on retrouve ça dans tous les téléphones. Dans tous les voilà, et puis on a aussi ça par exemple dans une carte de système embarqué. On a aussi une architecture ARM. En fait, tout ce qui est mini processeur, non pas le Raspberry Pi, mais tout ce qui est les cartes là, comment ça s'appelle les cartes qu'on avait fait en licence Yes. Ah, les PixSF. Ouais, ça Non, va. c'est pas grave. C'est pas grave. Non, mais Voilà. en gros, c'est tout ce qui est mobile. En gros, ils prennent le processeur de l'iPad Pro, qui a été très efficient, très puissant, très intéressant, et ils le mettent dans des Mac. Ouais. En gros, c'est ça. Ouais, voilà, ils ont changé un peu le nom pour faire stylé. Et mais donc, ce seront les seuls à avoir ce genre de processeur, puisque chez PC, on a soit Intel, soit AMD, qui sont des processeurs d'architecture classique. Voilà. Oui, voilà, en gros, ouais. Alors, reste à savoir chez les Chromebooks. Chez les Chromebooks, je sais pas. Sachant que ça tourne sur un truc qui ressemble à Android. Mais voilà. Donc, en gros, Apple, ils disent terminer les processeurs Intel. Et du coup, on se laisse 2 ans pour quitter Intel, entre guillemets, et passer sur notre architecture à nous, en mode Intel, ils sont gentils, mais nous, on sait faire les nôtres. Donc on va les faire. Ils nous ont prôné comme quoi, on a x100 les performances d'un iPhone depuis entre 2008 à 2020, on a 100 fois les performances. Le violon marketing. Voilà, c'est ça. Ils ont même mis 1000 fois au niveau de la performance graphique. Ça, ils ont toujours plus. Ils ont toujours fait plus. Ça. Mais voilà, c'est comme de l'iPhone 6 à l'iPhone 7, 2 fois plus d'autonomie, c'est faux. C'est faux. Voilà, donc ils reprennent leur savoir-faire des iPads et des iPhones parce que c'est quand même reconnu qu'ils ont quand même un sacré savoir-faire là-dedans, même si c'est pas vraiment eux qui les font là-dedans, et du coup ils décident de les mettre dans leurs ordinateurs. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire quand même beaucoup de choses, parce que vous avez l'habitude d'avoir votre ordinateur, il a Mac d'installer ou il a Windows d'installer et compagnie. Sauf que derrière, Microsoft ou Apple, ils ont fait une compatibilité hardware. Donc on a nos cartes mères qui est compatible Windows, notre processeur qui est compatible Windows. Par exemple, on pourrait penser que tous les processeurs AMD sont compatibles Windows. Oui. C'est faux. D'accord. Par exemple, on peut avoir un processeur AMD EPIC, qui sont des processeurs serveurs. Sur Ubuntu, non, par exemple, ou Debian. Tu peux toujours essayer d'installer Windows, tu n'y arriveras pas. D'accord. Parce que à côté, il y a AMD qui disent nous on s'en bat les couilles. Et puisque c'est un truc de serveur, il y a 75 threads dessus, donc voilà, ça sert à rien. Et Microsoft, pareil. Et du coup, ce que tu veux dire, c'est qu'on ne pourra pas installer ce nouvel OS sur une machine Intel. Ce que je veux dire, c'est que il y a des compatibilités qui vont poser problème. Oui. Voilà. Donc en gros tous les développeurs, et donc là l'intérêt vraiment Keynote développeurs vont devoir ressortir leur code et refaire toute la compatibilité. C'est le cas, il y a Adobe, oui, prononcé à l'anglaise, qui est en train de travailler là-dessus. Il y a même inédit Microsoft qui sont les premiers à travailler là-dessus avec Office 365, Office qui fonctionne déjà. Qui fonctionne déjà. Voilà, ils ont montré des images. Watch Dogs, ils nous ont montré un truc magnifique. Après, on a vu un truc qui était pas foufou quoi. On peut en parler ça. Comme ils nous ont montré un Photoshop avec une image énorme, on zoome dessus et il n'y a pas de lag, alors qu'ils font ça sur un Mac mini qui est minuscule comme ça. Tu te poses quand même pas mal de questions quoi. Disons que, en tout cas, ce qu'ils ont montré, ça fait envie quoi. Du coup, moi ça me donne pas envie. Me donne pas tant envie parce que j'ai fait mes petites notes et je me suis dit je vais faire une partie un petit peu où je vous pose des questions. Ouais. Donc déjà on a Laurent qui vient d'acheter un PC et Laurent il a déjà 10 heures d'autonomie sur son PC. Environ. Je dis pas de bêtises. Ouais, on va dire qu'en économie de batterie ça doit être à peu près 7-8. Voilà, peut-être dis c'est quoi le modèle Alors c'est le Huawei MateBook 15 pouces de 2020. Qui ressemble beaucoup à un Mac d'ailleurs. Et qui a un processeur AMD. Et qui a un processeur AMD. Pas ARM. Un Ryzen 7, mais. Non, un processeur classique. Un processeur, coup, un Ryzen 7, mais d'ancienne génération. Donc pas celle qui vient de sortir. Mais on a quand même la grosse patate, tout en ayant 10 heures d'autonomie. 10 minutes d'autonomie, ça fait beaucoup. Du coup, on se pose la question vraiment de l'intérêt. Là, actuellement, un dernier MacBook de 2020, est-ce que vraiment on a besoin de plus d'autonomie que ça ? Est-ce que vraiment, avoir 15 heures d'autonomie,
par rapport à 10, Voire 20. voire peut-être 20, ouais, mais même. Enfin, là, actuellement, je crois, on a 12. On a 12 heures d'autonomie sur un Est-ce qu'on MacBook voit le 13. chat sur la caméra qui est derrière toi? Non. Non, c'est bon. Pourquoi elle est où Elle est passée juste Ah, elle derrière était toi. là Ouais, elle Ouais. était juste là. Et non, on voit pas le truc. Le truc. Le canapé. Ah, je pensais Voilà, que, oui, pardon. je pensais que Pétard La allait- chose là. Donc, est-ce que avoir plus de 15 heures d'autonomie, est-ce que c'est intéressant? Ouais, est-ce qu'on a vraiment. Est-ce que pour vous c'est vraiment du marketing un peu comme Intel, ils vont nous sortir tous les ans 5% de performance en plus, les gars. Moi, je pense que c'est ouf. Et pas seulement parce que t'as la batterie, mais ça veut dire... En fait, si tu peux avoir 15 heures d'autonomie, ça veut dire que t'as un processeur qui est très efficient. Et donc, ça veut dire que tu peux aussi le pousser plus vite, plus fort, sans faire chauffer ton ordinateur. Donc, ça veut dire que tu peux avoir soit un ordinateur plus fin parce que tu fais une solution de refroidissement plus sommaire, et donc qui prend moins de place, soit tu peux pousser ton ordinateur plus fort pendant plus longtemps sans qu'il y ait des problèmes de chauffe, quoi, et sans que le processeur ralentisse. Ouais, non, mais c'est sûr. Ça peut être ouf. Ouais, mais et c'est là où il nous manque un petit peu des données parce que actuellement un téléphone, oui, d'accord, il consomme pas beaucoup. Oui, il est quand même patate hein, là-dedans. On a quand même des 8 heures, des machins, trucs de ouf. Des fois, tu te demandes pourquoi ils mettent ça. Mais ça marche pendant 3 minutes. Ouais. Mais à la fin, en fait, t'es limité en consommation électrique. Et à la fin, enfin, du coup, c'est vraiment des trucs faits pour les petites portions de travail. Oui. Mais par exemple, tu fais un rendu sur un processeur ARM. Ouais. Laisse tomber, le machin il est en galère quoi. Ouais, mais là, du coup, t'auras un refroidissement d'ordinateur normal. Ouais, mais même, c'est pas des. En fait, l'architecture ARM. Ouais. Et là, bon, on n'est pas ingénieur, hein, je suis pas ingénieur ARM du tout. Mais en fait, c'est fait d'une telle manière que des gros workloads, Ouais. c'est pas fait pour, en fait. C'est pas fait pour un truc C'est pas soutenu, fait. tu veux C'est dire. pas fait pour, moi qui rends des trucs, des Ou même vidéos. le gaming. Ou même le gaming, voilà. Enfin, c'est pas fait pour balancer des gigahertz pendant 1-2 heures. Ouais. Le machin, à la fin, l'horloge, elle s'en sort plus en fait. D'accord. Parce qu'en fait, on a un système d'horloge qui est unifié. Contrairement aux processeurs qu'on a dans les PC. Et du coup, on a une gestion des tâches qui est D'accord. beaucoup moins efficiente. D'accord. Si on lui balance un gros truc dans la gueule, quoi. Donc en fait, on pourrait dire que ce qu'ils ont montré, c'est juste. C'est-à-dire Ouais. quand ils disent C'est vrai. regardez, il y a une photo en 5K et on peut dézoomer et ça marche. Sauf que si tu refais la même chose une demi-heure plus tard, là ça marcherait moins bien. C'est ça en tout cas ton hypothèse. Du fait d'utilisation, Totalement. sûrement. Et, ouais. et c'est pour ça que, pour moi, ils ont sorti l'iMac Pro Oui. il y a 1 ou 2 ans. Oui. Ce qui pour, sachant qu'on l'attendait depuis 4000 ans, ce Tu veux truc. dire le Mac Pro ou Non, l'iMac Pro. L'iMac Pro. L'iMac Ok. Pro qui est sorti, qui a la tête d'un iMac, mais qui est beaucoup plus puissant avec des 24 cœurs dedans. Et beaucoup plus gros aussi, Pas beaucoup plus gros. en termes d'écran. Il n'y a pas possibilité d'avoir le Apple Non, mais Display en vrai, peu sur- importe. Peut-être. Non, c'est un all-in-one. Mais Ok. et après, on a le Mac Pro Oui. qui est sorti cette année, ou l'année dernière, fin 2019 en tout cas. Ouais. Il y a Je peu de pense temps. pas que ils auraient choisi de lancer leur produit qu'on attend depuis, je crois, le Ouais. Trashcan là. La Trashcan, BIM, c'était 2013. c'était 2013, donc ça fait 7 ans qu'on l'attendait. C'est Six. juste pour dire, pour ceux qui savent pas, en fait c'est le Mac Pro qui est en forme de cylindre. Voilà, en Donc, cylindre c'est noir. une tour d'ordinateur qui est en forme de cylindre qui a été un petit peu C'était raillé quand même. Un petit peu très controversé, Voilà. ouais, Je t'en pour, prie, des, vas-y, pour des vas-y. problèmes de chauffe, pour des problèmes, des problèmes de prix. Voilà, bon, le Mac Pro, ils n'ont pas résolu les problèmes de prix, hein, mais Après, moi, j'avais envie de poser une question vis-à-vis de l'autonomie et ce genre de choses. Mais est-ce que vous pensez pas que trop d'autonomie... Parce que en fait, je vais prendre un parallèle. Par exemple, maintenant, les smartphones. Un smartphone, il y a, on va dire 10 ans, c'était la transition relativement hard des téléphones dits un peu, on va te prendre ancienne gêne et cathodique, en mode ton truc qui tient 2 semaines. Enfin, les Nokia 3310. Oui, d'accord. Ouais, Genre les les features de téléphones, téléphone, quoi. voilà, ce genre de truc avec le téléphone à clapet, tout le monde connaît. Voilà. Mais du vers coup, le smartphone. voilà, vers le smartphone. Et quand les constructeurs comme Samsung, comme Google ont commencé à sortir leur premier gros smartphone, le Galaxy, le premier Galaxy, le Galaxy S2, ce genre de truc,
c'était l'argument contre les smartphones, au-delà d'autres trucs, mais c'était l'autonomie. Vous allez devoir recharger votre téléphone tous les jours. Ouais. Sauf que maintenant, ça fait 10 ans que c'est ça. Sauf que maintenant, pour la plupart des gens, c'est devenu un réflexe. T'as ton chargeur, et en fait, ils sont pas forcément amélioré l'autonomie, ils ont amélioré le niveau de charge de la batterie, et donc du coup, le wattheure des chargements. Je vais prendre un parallèle, par exemple, le Huawei P40 Pro, il a 40 wattheures sur son chargeur wireless, donc c'est-à-dire que t'as un petit socle, tu le poses dessus, paf, en 15 minutes il prend. Ah, tu veux dire la rapidité, rapidité de rechargement. Mais sauf qu'au niveau de la batterie. Et c'est quoi ta question du coup? Alors moi ma question c'est, est-ce que vous pensez pas que c'est un argument marketing qui n'a aucune valeur? Après, pour moi c'est un argument marketing qui n'a aucune valeur parce que est-ce qu'ils ont vraiment dit on va avoir plein d'autonomie? Est-ce qu'ils ont vraiment dit il y aura 20 heures? Ils ont pas donné de chiffres, ils ont juste dit il y aura plus d'autonomie. Il y aura plus d'autonomie. Ils nous parlent d'un cost efficient quoi. Oui voilà. Sauf que en fait l'autonomie c'est juste un choix, parce que si ton processeur il est plus efficient, tu peux imaginer qu'au lieu de mettre une batterie de 90 Wh, donc une énorme batterie, tu peux mettre une batterie de 40 Wh et du coup tu as la même autonomie, mais par contre ton ordi tu le paies moins cher parce que ta batterie elle est beaucoup moins grosse. Mais c'est Apple. Non mais c'est Apple, d'accord. Mais ce que je veux dire c'est qu'il faut pas tout voir sous le spectre de l'autonomie, parce que c'est un choix et on sait pas lesquels ils vont faire. Non, mais d'accord. Mais partir sur le choix de l'ARM, c'est le choix de l'autonomie. En fait, ça c'est ce qui te disparaît. Mais en fait, si tu pars sur l'ARM, pourquoi pas partir sur des procos normaux? Non, c'est de l'ARM, et l'ARM c'est fait pour ça. Oui, mais ils peuvent mettre une batterie plus petite et du coup l'autonomie c'est la même. En fait, ce que je veux dire, Hugo. Oui, mais t'as quand même les limitations techniques qui viennent avec l'ARM. Et pour moi, dans un MacBook Pro 15, qui était l'achat qui m'intéressait avant d'acheter ça, c'était l'autonomie, mais l'autonomie 8 heures ça m'allait totalement quoi. Voilà, du coup moi c'était mon argument, c'était ce que je voulais dire à Hugo, c'est que à partir d'un certain moment, c'est devenu un réflexe quand tu fais une certaine dose de travail. On a il y a certains PC qu'on connaît où effectivement la batterie est très raillée parce qu'ils ont voulu optimiser carte graphique, processeur, ce genre de truc, et du coup le PC tient 2 heures et il est mort. Et là on est en mode ok d'accord. Mais sauf que quand t'as une autonomie qui te permet de tenir une journée, qu'à la fin de la journée tu le mets on va dire 1 heure, il se charge à 80%, et les 80% tu l'éteins, il revient à 79%, 78%, il tient encore une journée. Moi je trouve ça beaucoup plus ouf que de dire vous allez être sur une telle architecture, votre processeur est efficient, au niveau des performances vous allez peut-être pas forcément gagner, mais par contre au niveau de l'autonomie vous allez avoir un truc de malade. Moi je pense qu'il faut qu'on sorte de cet argument de l'autonomie. Pourquoi? Parce qu'au final Apple ils en ont assez peu parlé. Après, ce qu'ils ont beaucoup parlé, pardon, voilà. C'était la compatibilité, l'uniformité, c'est ça dont tu allais parler. L'uniformité iOS, iPadOS, voilà, et macOS en fait, je pense qu'on va être amené à une disparition de ces logiciels d'exploitation. C'est-à-dire dire qu'en fait chaque application qui est développée, en fait c'est aussi une bonne nouvelle pour iPad en fait. C'est une bonne nouvelle pour les utilisateurs d'iPad, parce que du coup les développeurs ils vont développer leurs trucs sur iPad. Ce qu'il faut comprendre c'est que vraiment autant d'habitude quand il y a un Mac Intel et un Windows Intel, le développeur d'une partie tierce, parce qu'on sait que les applis Apple elles vont être bien sur macOS, sur le nouveau macOS, mais le problème c'est les applis tierces. Imagine t'achètes un macOS et en fait là c'est le cas pour Photoshop, mais par exemple je sais pas, tu utilises Ableton parce que t'es musicien. Et sauf qu'Ableton ils ont pas optimisé le truc et c'est dégueulasse et ça tourne mal. Parce que Ableton ils s'en fichent, parce que les utilisateurs d'Apple ils utilisent Logic Pro. Voilà, admettons. Enfin c'est pas tout à fait vrai, mais admettons. C'est presque vrai. Il y a beaucoup de gens sur macOS. Mais parlons pas d'Ableton. Mais ce que je veux dire c'est que là où c'est intéressant, c'est que il y a quelque chose dont je voudrais parler, c'est quand ils ont parlé de l'émulation. En fait, pour qu'un logiciel qui n'a pas été développé spécifiquement pour ARM fonctionne, il faut que le MacBook émule un truc normal, et donc là on peut voir des processeurs dégueulasses. Moi c'était vraiment la question que j'avais, parce que Microsoft, excusez-moi je prends 2 minutes, Microsoft ils ont sorti une tablette il y a quelques années qui s'appelle la Surface X, X, donc c'est un modèle de Surface en particulier. Et c'était un processeur ARM. En fait Microsoft a fait ce qu'a fait Apple avant. Mais même en bien mieux, ce que j'allais dire. Non, en bien pire. Parce que ça marchait pas du tout. En fait, c'est-à-dire que toutes les applications qui tournaient de manière native
ça marchait, mais du coup il y en avait très peu puisqu'il y avait que ce device là, parce que les autres étaient toujours Il y avait peut-être sous le Intel. Windows Store. Voilà, ce genre, certains trucs qui étaient développés pour ça. Mais par exemple pour Photoshop, appli importante quand même, Photoshop, il fallait le processeur ARM devait émuler l'application et les performances étaient Catastrophique. affreuses. Ouais. Donc pendant tout le début où il parle du processeur ARM, je me dis oui mais tous les développeurs tiers vont pas se faire chier, tu vois. Et ça va pas marcher. Mais ils ont montré vers la fin, là ils disent au fait et ben là voilà, c'est Shadow of the Tomb Raider sur la puce qui est dans un iPad Pro et ça tourne en 1080p, regardez, c'est fluide. Et genre là donc c'est-à-dire que en gros, ils garantissent une émulation Avec non perte de performance. si, avec, je pense qu'il y avait des pertes, c'était pas non plus gigabo, mais ça marche. tu vois. C'était pas beau. Mais C'était ok, non mais je veux dire, ça marche, tu vois. Mais Hugo, Oui. moi j'avais une question vis-à-vis de, tu parlais de la surface et de l'iPad, mais est-ce que l'iPad OS, il va y avoir une uniformisation entre le Mac, entre macOS en fait, entre Silicon. Alors non, mais les applis vont fonctionner. C'est-à-dire que les Moi, applis je vont trouve ça- fonctionner sur les deux. Moi je trouve ça trop bizarre par exemple parce qu'ils ont maintenant un iPad Pro qui est considéré comme beaucoup de travailleurs comme étant le go-to en termes de tablette dans l'univers Apple, en termes de portable. Ils ont même le Flying Keyboard Oui. qui mais qui apparemment il est génial, et du coup tu arrives à avoir une tablette très bien avec un très bon clavier. Oui. Moi je me dis mais en fait Microsoft ils ont fait bien mieux, mais avec la surface, peut-être pas la Surface X, mais la Surface pour moi c'est une win en fait de Microsoft, parce que c'est genre t'as l'avantage Mm. de l'iPad avec, de l'iPad, mais avec un Windows full. mais avec dessus. un Windows et un Intel, et En fait, derrière avec tout ce qui va avec. Les gens qui ont un iPad, ils te diront que n'importe quel stylet sur une Microsoft Surface, ça n'a rien à voir avec l'Apple Pencil. Oui, voilà. Tu vois, un mais- artiste, C'est pas le même prix non plus. hein. c'est pas le même prix non plus. voilà, Un mais- artiste, il va jamais acheter une Surface non, pour mais, dessiner, tu vois. non, mais par exemple, me dire que l'iPad Pro qui est à 1100 balles est mieux que la Surface, pourquoi? Pour un stylet qui coûte 150 €. Oui. Pour moi, c'est pas un argument pour. Parce que moi, je compare juste les deux. Non, mais En fait, c'est. pourquoi est-ce qu'ils pourraient pas porter iPadOS et mettre Apple Silicon en fait? Et mettre leur. Alors, iPod, Apple Silicon, c'est le. Apple processeurs. Silicon, Apple que c'est Silicon, processeur? c'est Non, non. les processeurs. Voilà. Mais comment ça. Enfin, Le comment il va s'appeler? macOS, macOS, c'est macOS. Ok. C'est Mais macOS, c'est il y a juste pas que un ce nom sera compatible. Il y a Non, pas un nom non, non, non. Ou c'est- Big Sur. Ok. Enfin, c'est le nom. Il a un nom bizarre. Le nom de l'OS, c'est Big Sur. Ah, Big Mais- Sur. Big Ouais, Sur. Big Sur. Big Non, Sur. Big Sur, juste Big Sur. Big Sur, c'est Big BIG, Sur. espace, SUR. Ça doit être le nom d'une chaîne de montagne ou un truc comme ça. Mais par contre, ce qu'ils disent. Ah oui, aussi- Big Sur. Ce qu'ils disent, effectivement. juste pour compléter ce que vous étiez en train de dire, hein, je reprends pas vraiment la parole, c'est pour dire que le Big Sur aura une version Intel et aura une version ARM pour macOS. Oui, non, moi, Oui. je te parle de la mettre de le mettre sur l'iPad Pro. Pour moi, l'iPad Pro devrait passer sur peut-être- Big Sur. peut-être- Mais, qu'ils vont mais le faire, hein. je pense que c'est leur volonté. Une fois que t'as les mêmes processeurs sur les deux machines, bah t'as plus de limite entre les deux en fait. Et puis l'appli, elle peut détecter que tu es sur iPad ou sur Mac. Voilà. Oui, mais Et ils ont- après, ils ont quand même- quel est l'intérêt si, admettons, si par exemple ton Photoshop qui est développé pour macOS ARM, il marche directement sur l'iPad. Du coup, on s'en fiche en fait de la compatibilité, enfin de quel logiciel d'exploitation tu as sur telle tablette, enfin sur tel device en fait. Mais ouais, non, moi je vois pas trop. Mais tu vois, juste pour finir là-dessus avec l'iPad et le Surface et ce genre de trucs, c'est que justement c'était le troisième tiers que j'étais en train de regarder, et quand j'ai c'est repris la la fin, keynote, ils étaient en train de parler justement des améliorations de l'iPadOS, des améliorations Oui. d'interface et ce genre de trucs. Oui. Mais sauf qu'ils ont présenté pour Apple énormément d'améliorations de l'iPadOS. Oui. Donc j'ai pas forcément compris dans le même sens on a des volontés de faire passer sous Big Sur le Non, iPadOS. ils n'ont pas dit ça, mais c'est juste que c'est logique. C'est logique si tu Ouais, mais si il faut tu qu'ils le si fassent, tu en mets fait. si tu mets la oui mais ils vont pas le faire, ils peuvent pas le faire tout de suite parce que justement Ouais, parce que pour iPadOS l'instant, il y a ils quand ont- même une interface qui est complètement différente. Enfin ils vont peut-être- réduire le gap ça se entre la tablette et Ça se- l'ordinateur. ça se trouve en les fait. gars parce que ce qu'ils ont pas dit, ils ont pas parlé des nouveaux MacBook, ils ont dit au fait Apple Silicon ça viendra sur les appareils Apple à partir de la fin 2020. Fin 2020. Mais ça se trouve, ils vont présenter fin 2020, ils présentent un MacBook et le MacBook il a un écran tactile. C'est peut-être. Mais quel Ça est serait- et du- c'est et du bah, coup- c'est attendu par beaucoup, vois, beaucoup et de du coup, monde. parce que écran imagine, détachable. tu vois, et du coup ça explique le fait qu'ils aient pas montré les nouveaux MacBook, ça les empêche de dire au fait
finalement iPadOS et macOS c'est la même chose. Ils peuvent pas le dire Ouais. puisqu'ils ont jamais annoncé un macOS, un MacBook avec un écran tactile. Mais du coup, c'est le problème de présenter le software avant l'hardware. Ouais. Parce que t'es dans. Parce que c'était une conf développeur. Parce que là, c'est une conf totalement software en fait. Et ils ont dit à la fin pour les développeurs à travers le monde, on voudrait vous simplifier la tâche en utilisant machin, des violons. Mais c'est vrai que ça pose aussi des problèmes, parce que c'est ce que tu disais avec le fait que Apple devient encore plus propriétaire. Et quand des développeurs tiers ils vont devoir retravailler toute leur architecture. Et tout, c'est ça. Et tout leur développement. Ou pas, puisqu'on a parlé de l'émulation et que apparemment ça s'avère pas mal. Ouais, mais par exemple, on a beaucoup de monde qui, surtout chez les développeurs, vu que c'était la cible, qui ont un Windows d'installer sur leur Mac. Oui. Plus possible. Oui, bah oui. Ouais. Plus possible. Ça c'est ouf. Ce genre de choses, ça veut dire quand même que l'émulation est relativement limitée. Et en fait, on a vu. Comment ça ? Pourquoi l'émulation relativement Tu peux limitée ? plus émuler un Windows. Même avec même avec des logiciels comme VirtualBox, ce genre de choses. Mais VirtualBox, il faut qu'il y ait une compatibilité. Oui, c'était Bootcamp. En gros, Bootcamp, c'est le logiciel que tous les utilisateurs de Mac utilisaient quand ils avaient besoin d'une appli Windows. Ce qui est le cas de beaucoup de monde quand même. Ce qui est le cas de beaucoup de monde parce que voilà, t'es universitaire, t'as des applis chelous, il faut que tu sois sur Windows. Là, ça marche plus. Modelio. Donc VirtualBox, je sais pas quoi, non. Enfin, ils ont montré que tu pouvais le faire avec Linux. Ils l'ont montré, mais pas avec sur Windows. Du Debian, ils l'ont montré. Pas avec Windows. Et puis, je sais pas. Moi, j'ai trouvé en tout cas que c'était, pour reprendre l'expression, un peu underwhelming en vrai. C'est-à-dire qu'ils ont présenté des trucs pour le grand public qui connaît Android et qui connaît Apple. Pour moi, c'était du déjà vu, parce que les gens vont forcément comparer Android, et quand tu compares Android, t'as déjà perdu parce que t'es Apple, et que t'es censé être au top du top, sauf que quand les gens commencent à dire, en fait, on a ça depuis 12 ans, on a ça depuis 13 ans, c'est déjà perdu. Et pour les développeurs, ça reste une galère, parce qu'ils ont présenté des émulations que les développeurs vont pas forcément utiliser, et Apple devient encore plus propriétaire qu'il ne l'était. Et moi, j'avais une question pour vous, c'était dans quelle mesure, maintenant, ils utilisaient des chipsets Intel. Bon, on sait que les chipsets Intel, ils l'ont avec des rabais énormes. Et ça leur coûte très cher. Au contraire, ça leur coûte très cher. En fait, c'est pour ça qu'ils le font, c'est pour gagner des Intel leur facture énormément. Ouais, leur facture extrêmement cher. Mais est-ce que vous pensez que justement que ce sont des architectures Apple, des architectures ARM? Ouais. Apple est pas connu pour réduire ses prix de leur MacBook. Ils vont pas commencer à dire, les gars, MacBook Air, 700 balles. C'est attendu à ce qu'on ait une hausse des prix des Mac, parce que tout simplement créer des nouveaux chipsets, ça coûte très très cher. Mais c'est déjà extrêmement cher quand tu vois que le premier modèle qui propose déjà même de la DDR3 est à 1600 €. Moi ça me pose non, maintenant c'est de la DDR4 quand même. C'est depuis 2020. Depuis 2020, c'est-à-dire en 2019. Mais en 2019, c'était de la DDR3 en 8 Go par exemple. Si t'achetais un MacBook Pro à 1400 €, tu payais. T'avais de la DDR3. Mais t'as le Flying Keyboard qui est censé être l'écran. Enfin, t'as le Butterfly Keyboard qui était horrible. T'as la Retina Bar, t'as tout ça. Oui, t'as plein de choses qui sont bien, mais c'est-à-dire qu'en termes. De toute façon, le prix Apple, tu payais une finition, tu payais macOS, mais tu payes pas la qualité du hardware directement. Tu payes pas la qualité du processeur, tu payes pas la qualité de la RAM, tu payes plus cher pour l'expérience, la finition imbattable. Le seul Mac où tu payes ce genre de choses, c'est le Mac Pro. Où en fait, niveau puissance et stabilité, il y a une vidéo de Linus Tech Tips qui est sortie là il y a pas longtemps, 32 000 € le PC. Même le plus cher. Attends, il a pas fini. Tu peux le faire à 63 000 €. Non mais le MacBook, mais 32 000 € le PC, en fait c'est une catastrophe. Ah ouais, parce que en fait une catastrophe, tu veux dire en termes de rapport qualité-prix ou en termes tout court. Ah ouais, d'accord. En fait, t'oublies le prix. Ouais. Tu dis 32 000 €, allez. Je vais avoir un bon PC. Voilà. Une catastrophe. Parce que les processeurs, tu te dis je vais prendre un AMD, sauf que si tu veux tant de cœurs, pareil que le MacBook, c'était un 24 cœurs 48 threads, je crois. Attends, je comprends pas parce que c'est du Intel. Oui, bien sûr, mais sauf que ça, c'est des processeurs qui sont soit spécifiques au serveur, soit spécifiques au MacBook, enfin au Mac Pro. Et en fait, si tu veux avoir le même rapport puissance du MacBook, du Mac Pro, en gros, sur un PC, c'est pas possible, sauf si tu fais un serveur. Si tu fais un serveur, il te faut une board
Ah, une tu veux board. dire que le Mac Pro n'a pas de concurrent finalement. Le Mac Pro n'a pas de concurrent. Ouais. N'a pas de concurrent direct. On peut se dire, ouais, moi je peux construire un PC à 6 000 € et puis il sera mieux que le Mac Pro. Hmm. Oui, si tu prends le MacBook Pro, le Mac Pro, je vais arrêter de me dire MacBook, bas de gamme. Si Ouais. tu prends celui à 12 000 € peut-être, je sais pas combien il coûte. Bas de gamme. Mais 6 par 000, contre, je crois. Mais par contre, si tu prends celui à 24 000 €, Hmm. bon, ce qui est abusé, mais bon, Ouais, une mais, voiture. mais ça peut servir à des gens, je pense. Hmm. Si, Mais si est-ce c'est que- créé, Mais je- Attends, ouais. il a pas fini, vas-y, vas-y. et bah t'as pas. Chez Windows, tu n'as pas. Mais pourquoi c'est une catastrophe alors? C'est une catastrophe. Bah t'as dit c'est une catastrophe. Bah parce que pourquoi le Windows à 32 le 000 Mac € est une Pro, c'est une catastrophe? catastrophe Non, Ah, c'était un Windows dans la c'est vidéo. le Windows à 32 000 €. Ah, En fait, pardon. la vidéo J'avais est pas vachement compris. intéressante Ah, parce que tu t'attends à ce que le Windows il démonte la gueule du Mac Pro. Oui, Non, d'accord, ok, je comprends en fait, mieux maintenant. En fait, 1-0 pour le Mac Pro. 2-0 pour le Mac Pro. Ouais. Et genre, c'est une catastrophe quoi sur Windows. C'est le genre de truc qui manque. Et voilà, pour dire Mais comme quoi le Mac pense- Pro est je le pense seul, qu'il- est le seul truc on va qui, passer d'un point de vue là-dessus. hardware, vaut le coup. Et je voulais juste faire un truc, c'est par exemple, tu prends par exemple le Mac Pro. Alors je sais pas du tout à quelle utilisation tu peux l'avoir, mais quand tu regardes les prix rien que le prix du hardware, juste comme ça, si tu veux toi te faire ton Mac Pro, alors sans parler Oui, c'est de très trucs cher. après, et ben c'est, je crois le dernier, le plus cher, il a 64 000 €. Ouais, mais c'est. Mais si tu prends le prix du hardware juste, brut comme ça, bah c'est déjà 50 000 quoi. Rien Ah oui, que non, le mais processeur, il est c'est déjà pas, 13 000, il est quoi. pas, ouais, il est pas si. Ouais, d'accord. Ouais. C'est-à-dire que quand tu vas très très haut, les rapports qualité-prix sont pas si mal. Mais au final, juste pour terminer sur les MacBook, en fait, quand tu regardes que les processeurs, les machins, les trucs, tu te dis oui, c'est trop cher. Et en fait, finalement, d'une certaine manière, quand tu regardes la finition, la qualité de l'écran, la qualité de la batterie, ce genre de choses, C'est pas si cher. c'est toujours cher, C'est mais toujours cher, c'est très C'est toujours cher, mais c'est pas aussi en mode. De toute C'est- façon, c'est super cher. c'est pas voilà. absurde. Ouais, oui, On va oui. dire que t'as très peu de concurrents chez Windows qui font la même chose. Voilà. Ils sont vraiment uniques dans leur genre, quoi, les MacBook Pro. Non, puis Bah, t'as- disons, ils commencent à être rattrapés, mais Ouais. ils sont de Bah, moins en surtout moins avec les uniques. conneries qu'ils ont fait avec le Butterfly Keyboard, ils ont dû se rattraper. Là, le dernier MacBook Air, ils ont mis le ventilo totalement à 3 km du Il CPU. a aucune utilité. Et du coup, au bout de 2 minutes de workload, on est à 10 watts sur Et à le 100 CPU. degrés. Et à 100 degrés, t'es en mode, mais. Et ça coûte 1200 balles, je crois. Enfin bref, voilà. C'est une plaque chauffante ou un PC, Tom, dis-nous. Bah ouais, on en est pas loin. Bah, en fait, ça chauffe tellement que entre le processeur, l'endroit où le processeur est, et la plaque de derrière, il y a des isolateurs thermiques. Oui. Pour éviter que que- tu brûles les genoux Voilà. littéralement en fait. C'est-à-dire qu'ils ont mis des trucs à l'intérieur pour éviter que tu te brûles les genoux. Voilà. Parce que sinon, le processeur est si loin du ventirad que le ventirad, bah, vu que c'est Apple, ils vont pas faire un ventirad qui fait. Voilà. Ah, mais si- Donc si ils on- préfèrent baisser le watt, enfin l'énergie consommée, ouais. l'intensité, voilà, la puissance, Le Watt. le watt, le watt. Le Watt. Et au final, tu te retrouves avec un truc à 10 watts et à 100 degrés. Mais si on est espiègle, on pourrait se dire qu'ils ont fait exprès Pour que de. t'achètes de- le MacBook Pro. pour que soit ça, Soit soit que t'en pour rachètes un en dire, 2021. regardez les gars, avec Intel, c'était pas ouf. le MacBook C'était Air. pas ouf. C'était pas ouf. Regardez, non, Intel. Regarde, par contre, là on a des nouveaux avec les processeurs Apple et là c'est bien. Ça se trouve c'est fait exprès parce que là il manquait juste un petit tuyau de cuivre, tu vois, qui allait entre ton ventirateur et ton ventilateur. Il manquait que ça, un petit radiateur. Ah, mais tu te dis, les mecs, ils ont c'est fait pas, exprès, quoi. ou ils se sont dit, Soit ils ont pas réfléchi, faisons le truc vraiment bridé, quoi. soit ils sont un petit peu espiègles. quoi. Soit c'est, ouais, voilà. Bref, voilà. Et après, je comptais finir, mais bon, on en est déjà à 48 minutes, donc à peu près 45 minutes qu'on parle de ça. Donc ça fait quand même. On refait la même chose que la dernière fois, hein, des petits tunnels comme Petit ça. tunnel, Ça petit nous- tunnel sous la Manche. Voilà. Après, on fait le Mont Blanc. C'était pas trop Fréjus. Et au On a final, juste Yes. pour conclure, on pourrait penser que c'est une grosse perte pour Intel. Ouais. Et en fait, du coup, bah, je pense que non, parce que le Mac Pro, il y aura toujours, l'iMac Pro, ce sera toujours Ouais. du Intel. Mais aussi, en fait, au final, je me suis renseigné, et les Mac Pro, enfin les Mac tout court, c'est 6% de part de marché. Oui. Sur les PC. Donc en fait, c'est minime. Alors que je pensais en mode, putain, Intel, ils ont encore Ouais. perdu ça. Ouais. Et AMD, au final, ils vont Ils vont tout casser. Mais après, si ça se trouve, cette vague-là, faire en sorte que les développeurs bossent sur du ARM,
peut-être que les développeurs vont avoir envie de bosser sur du ARM sur Windows et que peut-être que ça va influencer, on sait pas, mais peut-être que ça va aller plus loin plus tard. Ouais. Parce que Apple quand même Snapdragon sur Windows Apple 10. influence souvent quand même le reste de l'industrie. Totalement. Bah la notch, Donc, on peut se dire que peut-être. Ce qui est vrai par contre, c'est que maintenant, enfin, on peut remarquer vraiment, c'est remarquable, genre, tu prends les PC d'il y a 2 ans, les PC portables, qui étaient sous Intel ou ce genre de choses, tu mets maintenant les PC 2020 qui sont sous des processeurs AMD, t'as vraiment une baisse des prix de 300 €. Ouais. Hors situation de Covid où les prix et des meilleures performances et sous AMD. Donc, moi je me dis, bah en fait, oui, bah, Tom a raison quand il dit que Intel ont encore perdu ça, c'est-à-dire qu'ils ont déjà encore perdu leur part de marché dans laquelle ils étaient sur les Mac. Et tu perds des pourcentages sur les 6%, bah ça reste énorme en fait. Parce que t'es sur les tours maintenant. Sachant qu'ils ont 20% de part de marché sur les PC. Tu parles Intel, encore. AMD tu veux dire? Non, Intel. Intel ils ont 20%. Intel et AMD à 80 actuellement. Ah oui, sur les sur les 9. Parce que sur les tours maintenant, il n'y a que du AMD qui se vend. C'est que du AMD qui se vend. Ouais. Sur les PC portables, on commence à avoir des architectures comme les processeurs tac U, qui sont les processeurs low energy qui permettent de. Processeurs pour ordi portable. Ouais, c'est ça. Et H même, qui sont des processeurs très bonne performance sur ordi portable. Moi, allez Laurent, là il faut qu'on passe à la suite. Il faut qu'on passe à la suite. Mais c'est intéressant. En vrai, c'est intéressant. Mais là, je pense qu'on a essoré le sujet. Voilà, si vous n'avez pas vu la keynote, voilà. Eh ben, vous avez pas besoin. Vous avez pas besoin de regarder la keynote. Non, on est là. Le small talk est présent. Laurent, est-ce que tu te sens prêt pour nous parler d'art numérique? Eh ben, sans transition, parce que là, c'est totalement un autre sujet. Eh ben, je vais vous parler d'art numérique, donc digital art. Là, c'est parti. Là, je m'assois confortablement. Eh ben, assois-toi confortablement. Parti. Alors, du coup. Assieds-toi. Ouais. Assois-toi, c'est pas ouf. Pose-toi confortablement. Même si ça se dit. Assois-toi, ça se dit. Dans la langue française, ça se dit. Ouais, alors pourquoi tu le corriges du coup? Parce que c'est dégueulasse. Parce que c'est vraiment pas beau. Voilà. Et puis aussi parce que c'est moi. Voilà. Si parce que c'est la petite. Voilà. Et voilà. C'est tac. Voilà. Victimisation. C'est gratuit. Allez, non, je Laurent. te laisse, Laurent, je te laisse. Vas-y Laurent. Mais bref, du coup, je vais vous parler d'art numérique et principalement de 3 artistes. Principalement de 2 et vous pourrez vous renseigner sur le 3e si ça vous intéresse. Mais je vais vraiment vous en présenter 2. Alors, qu'est-ce que l'art numérique? L'art numérique, en gros, alors on connaît l'art normal, vous prenez des peintures, vous prenez des vidéos et ce genre de choses. Et en fait, maintenant, là, l'art numérique, ça va représenter beaucoup de choses. Par exemple, vous faites un programme. Vous programmez. Toi bien. C'est une erreur. Appuie sur M pour mettre en muet. C'est très gentil ça. Non mais voilà, continue Laurent. Laurent, n'est pas peur. Donc, en gros, ça va aller de des artistes Photoshop qui vont faire des work art, qui vont faire qui des dessinent, fan art, tout ça, qui dessinent, voilà. Donc ça représente aussi de l'art numérique. Mais moi, je vais vous parler de quelque chose qui rentre un peu là-dedans. Ça va être le data visualization. En gros, il y a une partie de digital art qui s'appelle le data visualization, et en gros, ça va être vous allez prendre des énormes données, vous allez prendre des grandes bases de données, des grands tableaux, genre de trucs. En gros, vous prenez un Excel, énormément de données dedans. Et ça, vous allez compatible ARM. Et vous allez l'exporter de telle façon à ce que ça fasse une œuvre d'art. Aléatoire ou pas du coup? Enfin, je veux dire, les données qui sont dans le Excel sont aléatoires? Les données sont pas du tout aléatoires, comme on va le voir après avec on va le voir, d'accord. On va le voir du coup avec notre chère Nathalie Mibar, qui est la première artiste que je vais vous présenter. Mais en gros, ne pas changer une lettre. C'est rigolo. Yes. C'est rigolo. Pardon. C'est fini les enfants? Je peux continuer? Oui, merci. Oui, je t'en prie. Yes. Très bien. Mais du coup, on prend des grandes banques de données. Par exemple, il y a un artiste, du coup, j'ai oublié son nom, super. C'est T'as l'air passionné, Laurent. Golan Levin. Golan Levin, c'est un journaliste et ingénieur. Et en gros, son corps de métier, c'est de faire des programmes autogénérateurs qui font eux-mêmes de l'art. Bon, on va le présenter après, mais en gros, ça va être un programme écrit qui va générer lui-même et qui est aussi interactif. C'est des algorithmes un peu. C'est des algorithmes, ouais. C'est ça. Et donc, en fait, il y a énormément de sous-parties dans l'art numérique, mais dans le data visualization, vous allez prendre par exemple la guerre du Vietnam.
qui est un domaine quand même assez sombre, et vous allez représenter les données de la guerre du Vietnam d'une façon artistique. D'accord. Pour que derrière, certains journalistes, certaines personnes se rendent compte à travers le message que veut faire passer l'artiste que ah ouais, tel ou tel truc c'est très important. Ouais. Ah ouais. Par exemple, si tu prends, c'est un peu comme si tu voyais une carte de tous les endroits où les gens sont décédés, et puis en fait tu fais des trucs et ça devient joli quoi. Et tu fais un serpent. C'est une super bonne idée d'ailleurs. En vrai oui. C'est stylé. Ça pourrait. En vrai. Ça pourrait. Je peux continuer. Pardon. C'est pour toutes les fois où tu nous interromps, Laurent. C'est vrai que je le méritais sur la dernière. Mais c'est pour essayer de bien comprendre qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Mais oui, en effet, c'est-à-dire que ça va être une manière où tu récupères une donnée, tu récupères certaines données et tu les exportes de façon à ce que ce soit facilement représentable ou regardable. Quand vous regardez une peinture, si deux personnes regardent la peinture, quelle que soit la peinture, on va prendre un exemple, Eugène Delacroix, La liberté guidant le peuple. Tu prends ce tableau, deux personnes, même si ça veut dire quelque chose. C'est très connu, tu peux nous rappeler un peu ce que c'est, juste pour qu'on visualise avec Tom. Alors, c'est une représentation de Marianne, donc du coup le symbole de la liberté en France. En 1700. Alors je crois que le tableau a été fait en 1792. C'est quoi ce Comment tableau il s'appelle ? Juste pour qu'on sache de quoi tu parles. Il se passe quoi dans le tableau ? Il se passe quoi ? C'est Marianne, du coup le symbole de la liberté et de la révolution, qui avec la petite. Comment il s'appelle La liberté guidant le peuple. Ah oui. C'est un tableau assez connu et c'est Marianne qui, à travers certaines émotions, tient le drapeau français. Oui. Et du coup, on voit derrière les populations se révoltant et tout ça. Mais en fait, on va dire que c'est un tableau qui est assez représentatif. C'est-à-dire que c'est pas impressionniste, c'est pas cubiste, c'est pas. Mais tu mets deux personnes à côté, ils n'auront pas la même représentation. Et ben là, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est des œuvres où on exporte des données. Donc ça reste un petit peu plus chiant quand même dans sa manière d'être. Mais quand tu regardes ces données et ta manière d'apprécier les données et d'apprécier cette œuvre ne va pas du tout être la même que la personne à côté. Et du coup, je vais commencer avec la première personne, qui est du coup Nathalie Mibar. Alors, petit topo. Ça me fait rire à chaque fois. Non mais très bien. Putain, quelle horreur. C'est pas grave. C'est bon, moi je suis un grand garçon. Non mais vas-y. Je suis passé à côté. Désolé. En fait, on est deux matures et on a un gamin quoi. Voilà. Yes. Mais il va grandir avec nous. Il va grandir avec ta chronique. Mais du coup, qu'est-ce qu'elle fait Nathalie Mibar, elle est experte en elle est experte en analyse de données environnementales. Appelons-la juste Nathalie. Nathalie. Je vais dire Nathalie. Yes. Je vais juste dire Nathalie. Merci. Elle est experte en données environnementales. C'est-à-dire, elle est artiste. C'est vrai. C'est un peu quand on voit les trucs météo, on se dit ah c'est joli. Tu sais quand on voit des données météo, des tornades, des machins. Par exemple, c'est sans transition, Hugo. Wow. Merci beaucoup. Tu parles de tornades. Ça me fait plaisir. Tu parles de tempêtes. Et c'est très intéressant parce que Nathalie, justement, c'est pas qu'elle aime, c'est que elle a une manière de représenter des tempêtes à travers certaines méthodes. Et on va laisser Tom mettre la vidéo que je vous ai mis de présentation de Nathalie. D'accord, et on va tous regarder en silence, c'est ça ? Ou tu vas nous décrire peut-être en même temps ? Décris-nous en même temps. On va la regarder. Ouais. Essaye. Alors, je vais mettre la vidéo sur le côté. C'est-à-dire que je vais pas avoir le son parce que sinon ça va être très embêtant. Mais en gros, ça parle de quoi ? Parce que on voit que c'est assez court. Donc Est-ce qu'il y a le son ? Tu peux mettre le son ? Bien sûr. C'est ce qui a tourné. C'est The Weather Artist. C'est ça, The Weather Artist, Chasing Stars. Oui. Elle dure 2 minutes. Donc elle dure 2 minutes. Je me suis dit qu'on allait justement la regarder jusqu'au bout. Ok. Et je t'ai totalement dit non, Hugo. Non, mais il n'y a pas de problème. Non, mais du coup, pour faire un premier débrief, en gros, c'est une sculptrice qui sculpte uniquement en osier, avec des petites billes et des petites cordes. Et chacune de ces représentations sur ces sculptures représente une donnée météorologique. Et je vais vous donner un premier exemple pour que tout le monde puisse voir simplement. On reviendra ensuite sur la vidéo pour les présentations qui sont après. Mais il y a une autre partie qui est très intéressante et qui rentre un peu dans le thème, on va dire, musical. Parce qu'effectivement, cette sculpture est musicale. Il y a des partitions derrière. Alors, j'ai pas pu montrer la vidéo et c'est très intéressant, mais en gros, chaque note, chaque mesure, chaque temps, chaque tempo représente une donnée et le tout représente une interprétation. C'est une deuxième œuvre plutôt du coup, peut-être. Et ben en fait, c'est là où je veux en venir. Dans la plupart des arts, dans la plupart des œuvres d'art numérique, ça représente la performance. Alors, la performance, c'est un art dans lequel à travers une
une représentation de soi-même à travers une scène, à travers des mouvements, à travers quelque chose de vivant. On peut prendre par exemple l'exemple de la personne, je me souviens plus son prénom, je suis désolé, mais qui avait traversé de Paris à Rennes et qui avait relié les deux en armure de croisade. Il avait fait ça tout le temps sans s'arrêter. Passionnant. Et ça, c'était une œuvre de performance. Oui. C'est-à-dire D'accord. que tu fais quelque chose et tu renvoies un message, souvent assez poétisé ou ce genre de choses. Et ici, c'est pas du tout la même chose, mais par exemple, la musique que tu vas interpréter et la manière dont tu vas interpréter la musique est créée par sa sculpture, avec des petites billes en 3D, sachant qu'on dit que chaque petite bille, l'orientation, les trucs d'osier bien tissés, ce genre de trucs, représentent chacun une donnée. C'est chacun une donnée Je vois pas le météorologique. rapport avec la performance. Le rapport avec la performance, c'est que la manière dont la sculpture est faite, le mouvement, Oui. ainsi que le message que la personne veut porter, parce que c'est réellement le message que la personne veut porter, Oui. dans la manière dont il a voulu représenter la chose. D'accord. Donc C'est ça que je veux il dire. a pris la donnée, il a pris les données qui C'est-à-dire- étaient brutes, qui n'avaient C'est pas ça. d'opinion, qui n'avaient pas d'engagement. Et la manière dont lui il les a tournés, dont lui il les a utilisés, ça fait- a apporté un engagement qui, selon toi, C'est crée ça. une performance. C'est ça. En fait, la manière dont dont la personne ou l'artiste va vouloir représenter, et on va y revenir juste après avec le deuxième artiste, qui lui est beaucoup plus dans le performance, puisque justement c'est des œuvres interactives, Mhm. et donc du coup beaucoup plus dans on voit tel ou Dans tel le truc, présent, et donc, quoi. dans le présent, et donc du coup dans le réel plutôt que dans une œuvre figée. Et ben là, réellement, le mouvement que la personne a voulu donner à la sculpture, les matériaux, l'exportation des données, la musique qui est voulue créer derrière, Alors ça, le rythme il de va la falloir musique, que ce genre de tu truc. précises parce que là on a vu Alors, des c'est trucs, très- c'est- trucs visuels, Ouais. la musique, c'est-à-dire c'est quoi Alors- l'histoire? C'est-à-dire qu'elle prend les mêmes données et elle en sort des partitions et après elle les joue? C'est ça. Ok, c'est ça. Elle joue du violon, elle joue quoi? Elle fait quoi? Alors, l'exportation des données vis-à-vis de la musique. Je joue j'avoue du que- Ableton. On a besoin- on a- MIDI. Mais peut-être, non mais on a Peut-être. besoin que ce soit plus... Alors, tu peux par exemple le montrer. Alors, je sais qu'on est en live et que c'est très gênant, mais tu peux par exemple aller sur la conférence TED de Madame Nathalie et vers voilà, tac, et vers. C'est celle Mais en qui- gros, raconte, c'est celle en qui gros, dure 4 explique. minutes 20. C'est peut-être mieux que tu expliques. Explique, parce que de toute explique façon, les simplement, gens, parce que En là, fait, c'est ça juste va pour être voir, c'est juste pour voir des images, pour une image juste en fond et j'explique derrière. Voilà, vas-y, avec balance. des termes. Tu vas. T'inquiète pas, il va trouver Nathalie Barr, il va trouver. Et c'est pas c'est Nathalie. Voilà, Mibar. Va à 2 minutes 50. C'est Nathalie Mibar, pas Mibar. Ouais, comment ça s'écrit, Nathalie C'est M-I-B-A-C-H. Ok, vas-y, explique-nous pendant qu'il trouve là. Et ouais, et en fait, du coup, alors au niveau de la musique, j'avoue que j'ai pas pu voir d'écoute. J'ai pas pu écouter ou j'ai pas pu. Ok, mais en gros, ça fait quoi? En gros, ça fait que 2 minutes 53 par exemple. Il y est, ça y Parfait, est. tu peux mettre pause. Voilà. Et là, du coup, on voit une partition de musique qui a différentes données. Et toutes ces données représentent soit des mouvements, soit des tempos. Alors, j'avoue que je ne connais absolument rien en Non, mais musique. en gros, elle a fait un programme. Non, elle a exporté les données. Oui, mais du coup, elle a fait un programme qui prend les données et qui en fait une partition. Et ben non, en fait, elle l'a fait elle-même. Mais ça reste. D'accord. Mais ça, en fait, Ouais, c'est la même chose. c'est un art numérique parce que ça utilise des données et donc c'est de la visualisation de données. Mais c'est pas en lien avec la programmation. Donc c'est pas en lien avec l'informatique. Je t'avoue que moi, ça me parle pas du tout. J'ai vraiment beaucoup de mal. Eh ben non, mais c'est juste pour montrer en fait quelque chose que je ne connaissais absolument pas juste avant qu'on en discute et qui était assez intéressant. C'est que les différents mouvements, les différents trucs. En gros, ça montre que tu peux prendre des données et en faire quelque chose d'artistique à la fois visuellement, à la fois en faire une performance et à la fois en faire une musique. C'est ça, tu peux en la fois faire la musique. Donc du coup, tu peux faire plein de choses et tu peux par exemple En montrer. fait, il s'agit juste d'une interprétation différente des données finalement. Et bah ça représente en fait une œuvre artistique puisque l'œuvre artistique représente à chaque fois Interprétation des données. Interprétation. Parfait. Artistique. Mais on va peut-être avancer parce qu'on a peut-être perdu des gens dans ces applications. C'est vrai que c'est très conceptuel. Moi, on m'a perdu en tout cas. Mais tu peux par exemple montrer juste un exemple alors si tu as le lien 2. Ouais, Goulf 33. Voilà, Goulf 33, et ben en fait là c'est une œuvre représentant l'ouragan Katrina. Oh.
Et Avec des D'accord. données météorologiques, encore une fois. toujours avec des données météorologiques. Mais C'est-à-dire où sont les données là? En fait, j'ai pas compris. en Ce fait, qu'est la différence entre ce que le mec il a fait avec son papier là, parce qu'on dirait un peu du papier. c'est de l'osier. Donc là, c'est de l'osier, ok. Non, mais c'est stylé, mais où sont les données là? En fait, Pour moi- comme ça, tu verras si j'ai bien compris. Très bien. En fait, au lieu qu'il choisisse lui-même où est-ce qu'elles vont, il dit ok, alors cette couleur-là, la couleur bleue, elle va être en fonction de la vitesse du vent à tel endroit. C'est ça. Tu vois, c'est-à-dire, il va Donc ça, prendre c'est une les carte données. en fait. Finalement, ça représente en fait, tu peux le vraiment voir- ce qui s'est passé. en fait, C'est-à-dire que lui, il a rien choisi finalement. En fait, tu peux le voir comme une carte. Disons que là, ce qu'elle a fait, Nathalie, c'est qu'elle a récupéré des données. Et Là, c'est Nathalie encore. Ça, c'est C'est encore nataliemibar.com, ouais. voilà, c'est encore Nathalie. Barre. Et, Mais barre. et du coup, pour finir vite fait sur Nathalie Mibar, parce que je trouve ça intéressant, très compliqué, très conceptuel et très abstrait et très philosophique aussi de certaine façon, mais tout ceci représente des données scientifiques, c'est-à-dire que c'est basé sur des graphes, sur des exports météorologiques, sur des analyses de thermomètres, sur des analyses de température, de vitesse de vent, et tous ces trucs-là compactés, et ben ça va représenter une donnée. Et en fait, on peut le voir dans la fin de la vidéo. Donc tu peux mettre la fin de la vidéo, là, la vidéo de 2 minutes, Bien sûr. où en fait, elle met des C'est pas celle-là. elle C'est met, pas du tout celle-là. elle met des températures sur des petites billes, sur des petits trucs en papier. Ouais. Oui, les Voilà. billes, c'est. Ouais, ok. Et donc Et donc, en fait, tout ceci, ça représente des données et des utilisations de données. C'est fou. Qu'est-ce qui allait représenter quoi? Et C'est ensuite, ça. elle a suivi des données. Elle a suivi des données, elle a suivi des graphiques, elle a Ouais. absolument jamais... En fait, elle est pas modifié. du tout maître de son art. Bah, en fait, elle est En maître de qu'est-ce qui va représenter quel type de données. Ouais. Mais à quel endroit sont les données? Non. Voilà. Si elle le fait à 100%. En fait, elle Parce choisit. qu'en fait, au tout début. là, c'est ça le problème avec l'art, c'est en mode ouais, j'ai voulu faire ça, j'ai voulu faire ci, je suis très anti tout ça quoi. Et au Ce que tu final, veux dire, qu'est-ce c'est qui que me souvent, prouve? ouais, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a souvent beaucoup de blabla qui justifie Voilà, une œuvre. voilà. Est-ce que finalement l'artiste, il a vraiment suivi sa justification? Est-ce que sa Montre-moi, justification, il l'a pas dit montre-moi après la preuve comme quoi ce graphique là et cet art, Ouais, il y aura jamais là. c'est un link. Eh Tu vois, ben, il y a un lien. Et bien justement, on la voit travailler sur des graphiques, on la voit travailler sur des choses pour Ouais. construire chacun de ces trucs, parce qu'effectivement, quand elle le dit dans la conférence TED Talk, la conférence, elle dure pas... De tenir ton... Elle dure pas 35 minutes non plus, elle dure que 4 minutes, donc c'est très concis et c'est très rapide. Et bon, voilà, on va finir et pour après parler sur le deuxième artiste plus brièvement, mais toujours pour montrer certaines choses. Et ben vraiment, on voit que chaque utilisation des cordes d'osier tissées d'une certaine manière, c'est au final une manière artistique de représenter la Ils sont chose. très osiers les scientifiques. Hein. Ils Alors, kiffent, hein. bah, tu peux travailler facilement ce truc-là. J'ai pas trouvé pourquoi est-ce qu'elle utilisait de Ils se sont l'osier. dit les paniers, bon, c'est relou. J'avoue que c'est une de ses justifications dans la conférence TED Talk et dans sa vidéo de 2 minutes en disant qu'elle utilise l'osier, c'est très important pour elle. Mais alors j'avoue que je n'ai pas trouvé la Pourquoi- justification de pourquoi on sait pas. elle utilise l'osier quoi. Elle utilise l'osier absolument partout. quoi. C'est très malléable en fait. Elle sait comment le déjà. travailler. Ouais, elle sait comment le travailler. Et ça tient bien dans le temps. C'est peut-être aussi voilà. écologique de certaine manière. Ouais, je sais J'en pas. sais rien. Et donc J'avoue. le deuxième artiste, Et moi, je veux donc savoir. le deuxième artiste, lui c'est vraiment, tu peux montrer alors par exemple la première œuvre, donc c'est-à-dire Meshi. Voilà. Alors, Meshi. Voilà. Meshi. Et alors en gros pour parler vite fait de Golan Levin, De Dieu. c'est des Dieu. programmes faits en Java, D'accord. interactifs et qui représentent l'interaction entre deux corps. Donc on a un corps qui tourne autour d'un autre et en fait, alors j'ai pas pu le montrer ici parce que j'ai pas pu exporter sur son site. Sur son site, Oui. il y a un petit. Ah, là, on J'ai voit pas déjà- Java d'installer. Là, on voit ce que ça donne à l'arrêt et c'est vrai que c'est joli. Et du coup en fait c'est ta manière de bouger à travers l'application. En gros, à tu travers bouges le ta truc. souris, quoi. Tu bouges ta souris, tu bouges ou alors oui c'est ça, tu bouges ta souris, en gros t'évolues dans le milieu et en fait ça va évoluer les données de manière différente ou pas et en fait c'est autogénéré tout ça. Ouais. C'est lui qui a fait le programme C'est du procédural. Ouais. mais il a pas fait chacune des frames que tu vois à l'écran. Oui, Ouais, c'est je comme comprends. Minecraft quoi, tout pareil. Non, moi ça me fait C'est penser qu'il y Minecraft, avait hein. un jeu sur DS qui s'appelait Electroplankton. Vous connaissez? Pas du tout. C'est un. Alors je vais y aller très très vite. En gros, il se passe rien. Et en fait, tu fais des trucs avec le stylet en tactile. Et il y a des poissons qui arrivent. Et à chaque fois que le poisson touche un truc, ça fait une musique. Et au fur et à mesure que tu fais des trucs, en fait, finalement, c'est ça. Mais avec du son en plus du visuel. Mais c'était sur DS.
genre un ovni électroplancton. Il y a même un stage électroplancton dans Smash. Hein. Donc Ça me c'est dit- quand même ça- un gros truc. Hein. Ça me dit quelque chose de non, mais j'avoue que j'ai jamais. Électroplancton, bah, c'est un truc en 2D, il y a des petits poissons qui arrivent et ça fait du bruit, et selon comment tu touches, comment tu mets les trucs, ça fait de la musique et des effets visuels différents, et ça a quand même eu suffisamment de bruit pour que maintenant il y a un stage dans Smash Ultimate et dans Smash sur Wii U qui s'appelle Électroplancton, et où la musique dépend, quand ton perso il tape dans un bout du stage, ça Ouais. fait un son, tu vois. Ok. Bah, super Excuse-moi. intéressant. Mais c'est T'en pas prie. de soucis, non, c'est intéressant Pour aussi. Parce que c'est vrai pour les deux, on est deux en France à connaître Électroplancton, donc yes, je connaissais deux noms, donc caméra là. 2,5. Je connaissais deux 2,5. noms. Mais bref, du coup, pour parler rapidement de Golan Levin, effectivement, lui, sa spécialité, tu peux montrer la deuxième œuvre, qui est Animated Skeletons. Et Alors, bouge pas. Et en gros, ça a été représenté sur un écran, sur un écran d'un bâtiment. Ouais. Alors, c'est une œuvre qui date de 2016. Et en fait, c'est des gens qui évoluent. C'est des gens qui font les mouvements. C'est Et- comme un Kinect, genre. Et la représentation des mouvements faits sur Mhm. l'écran, ce sont des gens qui les font. Donc Ouais, c'est ouais. ça c'était ça son œuvre d'art qu'il a exposé Sur un au- magasin, hein. au Day for Night Festival à Houston, du coup aux États-Unis. Voilà, Ok. sur un château du XIIIe siècle. Ouais, c'est Voilà. Kinect, quoi. Et donc du coup, moi j'ai trouvé ça très sympa parce que on peut voir aussi une petite animation si tu descends juste en dessous, que tu vois Il y a la vidéo. deux c'est ça personnes en dessous. Ah, ça. Voilà, deux personnes Ouais, qui sont là, en train on voit d'évoluer et en fait on voit les skeletons qui évoluent. Et je trouvais ça sympa en fait de Bah voir ouais. que c'était des algorithmes auto-générés qui faisaient ça. Et c'est vrai que l'art numérique, pour moi, c'était quelque chose que je connaissais pas très très bien juste avant. Donc s'il y a des imprécisions, c'est vrai que il y aura des imprécisions. Mais c'est vrai que je voulais juste parler d'un truc qui m'avait intéressé. Et voilà. Et on pourra parler donc lui aussi c'est un journaliste. Donc c'est-à-dire qu'il essaye de... Il est pas seulement artiste. Il n'est pas seulement artiste, il est ingénieur, journaliste, artiste, enfin tout ce que tu veux en fait, parce qu'il a beaucoup de professions. Et alors j'ai pas trop le temps et puis j'avoue que j'ai pas trop envie de parler de quelque chose que je connaissais pas du tout. Mais Bah, lance juste mais les gens pour qu'ils juste- puissent regarder par eux-mêmes. voilà. Donc si vous voulez aller voir Madame Nathalie, vous pouvez aller la voir. Mi-bar. Donc, Mi-bar, sur En fait, depuis qu'elle a dit en allemand, ça va, ça me fait Ouais, plaisir. ça va mieux, ça va mieux. mais ça pas va vachement mieux. bien en anglais par contre. Mais du coup vous pouvez aller voir les quelques vidéos que j'ai mises. On n'a pas tout mis et la Oui, on conférence va les mettre en description La- YouTube, hein, toutes les sources. La conférence est très intéressante et son site aussi pour voir les différentes œuvres. Et Golan Levin, on pourra mettre son flong, c'est-à-dire son flong, c'est un peu aberrant. Et le dernier, c'est Aaron Koblin. C'est aussi un artiste qui est dans le data visualization. Et lui, il est spécialisé dans la représentation de guerres et d'événements géopolitiques assez importants. Et du coup, dans l'exportation de ces diagrammes et en faire quelque chose de visuellement plus joli. Je sais pas D'accord. si c'est en parlant de sujets géopolitiques très intéressants. Ben voilà, en gros, Ouais, il essaie d'intéresser les gens. c'est ça. Il essaie un peu de soulever des problèmes. Mais du coup, Tom, tu Oui. pourras finir avec la dernière vidéo, Le muséum. le muséum. Et je vais vous laisser là-dessus parce que j'ai vu beaucoup de vidéos là-dessus et c'est très intéressant. Oh. Alors du coup, en même temps, donc du coup, toutes ces lumières-là, elles viennent de quelles données du coup? C'est Aaron. Pas du tout. C'est une galerie d'art uniquement faite à base de lumière et du coup de lumière générée. Donc du coup Ouais. c'est de l'art fait sur les écrans. C'est plus algorithmique, c'est pas vraiment en fonction de données cette fois-ci, c'est plus. C'est ça. En fait tu vas évoluer dans un monde créé. Ah, quand toi tu fais des trucs. Ah, quand toi tu Voilà. fais des trucs, effectivement. T'as ton Oh. environnement qui réagit. Ah, Ça, c'est c'est- cool. C'est très très Ça, joli. c'est marrant. Mais c'est un peu loin. C'est à Tokyo. Voilà, non mais pour Mais ceux voilà. qui nous écoutent sans nous voir, je pense que tu peux faire pause à ce moment-là. Pour ceux qui nous écoutent sans nous voir, donc on voit en fait des gens qui évoluent dans un environnement sombre et il y a des lumières autour et en fonction de ce qu'ils font, il se passe des choses. L'environnement qui est autour d'eux évolue. Voilà, bah écoute, est-ce qu'on peut passer, Pas de à la souci. suite? Moi j'ai fini. Eh ben, Voilà. c'est parti. Et ben écoutez, sur ce, je vais vous parler d'un sujet assez bizarre. Je vais vous raconter une histoire
une histoire de mystère, de mensonge, de trahison, l'un des feuilletons les plus fous de l'histoire du jeu vidéo. Il s'agit bien entendu, non pas bien entendu, de Cooking Mama, Cooking Star. Mais alors pardon, mais comment? Mais Hugo, tu es fou, tu ne penses pas que tu vas nous intéresser pendant 20 minutes en nous parlant de Cooking Mama quand même? Bah non, je crois pas, non, parce que Cooking Mama c'est pas très intéressant. Mais par contre, je vais vous parler de son développement mystérieux, de sa sortie qui ne durera que quelques heures et de toutes les rumeurs et théories du complot qui entourent ce jeu fou. Donc avant ça, je vais parler un petit peu du concept de Cooking Mama pour que vraiment on nous suive. Ouais, parce que moi j'ai jamais joué. Voilà, tu peux mettre la vidéo de trailer si tu veux. Donc Cooking Mama en gros c'est un peu donc la fusion entre WarioWare, donc vraiment des mini-jeux, et Marmiton, le site de recettes de cuisine. C'est-à-dire que c'est vraiment des mini-jeux dans lesquels voilà, tu cuisines, tu coupes des oignons, tu fais cuire du pain. C'est vraiment des mini-jeux à la con, entre guillemets, pour des joueurs occasionnels où voilà, tu vas avoir la satisfaction de cuisiner des trucs, mais voilà, en faisant des interactions assez simples, tu vois. Donc ça c'est Cooking Mama. Mais alors mais Hugo, mais on s'en fout de Cooking Mama, de quoi de quoi tu parles? Donc vous dites même que c'est sans importance, que c'est des mauvais jeux, quoi, que c'est des jeux pour enfants ou quoi. Sauf qu'en fait Cooking Mama, c'est 12 millions de jeux vendus en 2011 et les estimations en 2020 c'est 20 millions de jeux sur toute la série évidemment. Il y a une estimation à 20 millions, parce que sur DS et sur Wii ça c'est très 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 bien vendu. D'accord. Donc maintenant on va passer un petit peu à ce qui s'est passé pour ce jeu. Donc en fait le dernier jeu de la série, Cooking Mama Switch Shop, est sorti en 2017 sur Nintendo 3DS. Donc ça c'est avant celui dont je vais vous parler aujourd'hui. Il est édité par Office Create. Ces noms ont une importance. Office Create, donc c'est le développeur historique de la série, c'est eux qui ont la licence, c'est eux qui font les jeux. Voilà, Office Create. Ok ? Tout se passe bien. Et du coup, la première fois qu'on entend parler de Cooking Mama Cooking Star, le jeu qui est sorti sur Switch dont on va vous parler aujourd'hui, c'est à l'été 2019. C'est-à-dire que le système qui gère les restrictions d'âge pour les jeux vidéo allemands, c'est genre un peu comme PEGI, tu vois, PEGI 12 machin, mais pour les Allemands, ils leak le jeu. C'est-à-dire ils officialisent la sortie parce que voilà, sur leur site, on peut voir qu'il y a un jeu Cooking Mama qui va sortir sur Switch. Tu vois, donc c'est-à-dire que c'est même pas une annonce officielle, c'est un leak en fait. Voilà. Et sauf que dans ce listing, le nom d'Office Create, qui est donc le développeur historique de la série, il apparaît pas du tout. Donc déjà on est là, mais c'est bizarre votre truc. Tu vois, ni en tant que développeur, ni en tant qu'éditeur. Office Create, nulle part, rien écrit. Ok. Peu après, un listing australien, un peu le même genre de truc, restriction d'âge, tout ça, indique Planet Entertainment en tant qu'éditeur et First Playable en tant que développeur. Toujours pas Office Create. Le listing est retiré rapidement. C'est-à-dire que le site australien fait oh merde. Ils enlèvent. Ouais. Et quand c'est remis, il n'y a plus First Playable. Il n'y a plus que Planet Entertainment. Ah. Donc là quand même, déjà, on a un niveau de louche qui est quand même assez incroyable. On sait pas d'où ça vient, quoi. Donc les gens, ils vont regarder le site de Planet Entertainment, logique, et on peut voir sur leur site qu'ils sortent pas mal de jeux Switch un peu bidons, des jeux de pêche, des jeux de chasse, des jeux qui profitent des licences, ce qu'on appelle le shovelware. Il y a eu beaucoup sur Wii, c'est-à-dire par exemple tu vas avoir un jeu Fort Boyard, un jeu Koh-Lanta, un jeu Titeuf, un jeu machin, voilà, des jeux potentiellement tout pourris, faits très très rapidement, pour juste profiter du fait qu'il y a des gens qui achètent dans les magasins sans savoir, ou alors par rapport aux licences. Shovelware. En mode j'aime bien ce film, go, il y a un film, il y a un jeu avec, alors qu'il est nul à chier, quoi. Exactement. Voilà. Et donc, bon, déjà, mauvais signe. Et donc, Planet Entertainment, c'est une branche de Planet Digital Partners. Ok ? Et quand sur Google on cherche l'adresse de Planet Digital Partners, on tombe sur la maison dont je t'ai envoyé la photo. J'ai envie que tu nous montres cette photo. Alors tu pourras pas la voir, Laurent, mais Tom, tu vas pouvoir me dire, est-ce que ça ressemble Bah je l'ai déjà vu moi, mais est-ce que ça ressemble à un studio de développement de jeux vidéo ou est-ce que ça ressemble à un manoir abandonné dans lequel il y a des fantômes? Un manoir? Putain, moi tu me vois un manoir comme ça, voilà, je fais la gueule. Ouais, voilà, une maison, une cabane abandonnée. Voilà, maison de rue Basson. C'est plutôt un taudis. Basson Crusoe, quoi. Imagine, personne connaît ce truc. Planet Entertainment, il y a des mecs qui vont voir, c'est qui? Tu tombes là-dessus, sur une maison vraiment délabrée en fin fond du Connecticut, avec des arbres partout tout autour. Sachant que c'est quand même censé être un jeu pour une licence, c'est une totalement innocente. C'est une licence à 20 millions de ventes. Et totalement innocente. Tu vois ce que je veux dire? C'est énorme. Une licence à 20 millions de ventes, les gars,
Les gars, tu tapes l'adresse sur Google, tu tombes sur une maison abandonnée dans la forêt, tu vois. Toujours plus. Genre t'es là, Ouais. mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est basé Donc, ce qu'on sait, où est-ce c'est que Connecticut, je t'ai dit. Ah, Connecticut, ok. Cette maison-là, en tout cas. Après, le reste, voilà, je sais pas exactement toutes les infos, mais. Donc, c'est même pas. Planet Digital Partners, pendant ce temps-là, ils sont totalement silencieux sur leurs réseaux sociaux depuis février 2019. Rien, que dalle. Donc, c'est-à-dire qu'on parle d'une entreprise qui est en train de réaliser un jeu qui provient d'une série à 20 millions de ventes, et pourtant, il y a zéro info, et l'adresse, c'est une maison paumée dans le Connecticut. Qu'est-ce qui se passe? C'est un petit peu comme BlackRock, mais sauf qu'on OSEF, quoi. Voilà, sauf que qu'est-ce qui se passe? Donc, quant à leur site internet, donc il y a les références à d'autres jeux et tout ça, les références à Cooking Star, à Cooking Mama, Cooking Star ont été enlevées, puis remises, puis enlevées, puis remises, enfin voilà, incompréhensible, personne comprend rien. Et là, ils ont fait une publication, donc c'est mi-2019 à peu près, sachant que le jeu est sorti mars 2020, bref, où on va dire ils teasent un petit peu le jeu, et ils font une publication qui parle de Cooking Mama. Je vous fais une traduction, hein. Donc, nous utilisons le blockchain pour proposer un gameplay innovant. Utiliser le blockchain sur ce jeu amènera l'expérience utilisateur à un autre niveau, revigorant cette franchise populaire avec laquelle de nombreuses personnes ont grandi et qui donnera aux investisseurs la chance de retour lucratif. Donc ensuite, dans une autre publication, ils disent que le blockchain permettra aux utilisateurs de pouvoir s'identifier plus facilement plutôt que s'ils utilisaient un DRM. Vous n'avez pas compris ? Moi non plus. Ah ouais, je suis Voilà, rassuré. non, mais Ok, en gros, voilà, le blockchain, d'accord, ok. bon, le blockchain, pour Bitcoins, vraiment quoi, voilà, ouais. pour résumer très sommairement. Tu fais marcher ta carte graphique Voilà, pour générer du Bitcoin. Tu utilises des. Comment dire? Tu emploies des algorithmes, on entend le chat, tu emploies des algorithmes mathématiques et que. C'est si compliqué à En fait, expliquer. tu mines du Bitcoin. Bah, là, En fait, on en parle gros, pas de ça. ouais. On parle de technologie qui permet d'utiliser des équipements pour réaliser des calculs mathématiques Ouais. et pour réaliser des opérations. Mais la blockchain, c'est quand même. Souvent. C'est quand même très. Enfin, C'est lié. il y a que Voilà. Ouais, ok. la crypto-monnaie qui est en blockchain. C'est Enfin, possible. c'est le principe de la blockchain, c'est qu'il y a un moment, c'est une chaîne et la chaîne a un bout et c'est uniquement en Il faut le crypto-monnaie. Et puis chaque transaction Voilà. est cryptée. Et puis en fait, tu mines la chaîne en fait. Donc rien à voir avec le jeu vidéo, tu vois, de base. Ah, il y a une grosse Nvidia et là, Tegra. ils disent, on va dans la Switch, utiliser, quoi. ils disent, on va utiliser le blockchain pour faire une meilleure expérience de gameplay et pour que vous, les investisseurs, vous gagniez plus de sous. Les meilleurs commerciaux. Extrêmement shady, tu vois, extrêmement bizarre, C'est un peu extrêmement louche, louche. Mais bon, le jeu n'est pas encore sorti, donc voilà, on sait pas trop. Ah, donc le jeu n'est pas encore sorti. Le jeu n'est pas encore sorti à ce moment-là. À ce moment-là. Ah, à ce Aujourd'hui, moment-là. il est sorti. Ok. Bref, plus tard, en février 2020, donc une page sur l'eShop apparaît, le Nintendo eShop, qui est la boutique en ligne de la Nintendo Switch, apparaît annonçant une sortie au 26 mars de la même année. Une sortie physique et numérique. Physique et numérique, c'est-à-dire que le truc qui était tout shady, tout bizarre dans une cabane, là, tout d'un coup, on dit ça va sortir en boîte. Qu'est-ce qui se passe? Et pendant ce temps-là, Office Create, donc le développeur historique de la série, est toujours silencieux. Ok, très très bizarre. Donc, mais le 26 mars, le jeu sort sur l'eShop. Le jeu sort sur l'eShop le 26 mars, pendant 4 heures. Il est retiré de la vente. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont le temps de le télécharger, ils ont toujours le jeu sur leur console, mais sinon il est retiré de la vente, tu peux plus acheter le jeu. Qu'est-ce qui est en train de se passer? La version physique est disponible seulement dans certains supermarchés américains, avec des stocks très bas. Et rappelons que le 26 mars, c'est en plein milieu du confinement, donc les magasins de jeux vidéo, c'est pas considéré comme des magasins essentiels. C'est vrai. Donc, Après, en aux gros, États-Unis, c'est pas vraiment le cas, mais. Ben, c'était quand même le cas à ce moment-là. D'accord. GameStop Ok. était fermé et tout ça, donc c'était D'accord, très ok. très difficile de se procurer ce jeu. Pendant ce temps-là, aucune communication de la part d'Office Create, de First Playable, donc qui est le développeur mais qui a été enlevé. Enfin, c'est-à-dire normalement c'est le développeur mais qui a été enlevé, et Planet Digital Entertainment qui est, je rappelle, l'éditeur. Voilà, donc Office Create, ceux qui ont d'habitude la série mais qui là apparemment n'ont rien fait. Planet Entertainment, l'éditeur. First Playable, le développeur. Ok ? Donc personne ne dit rien sur le fait que le jeu a été enlevé de la vente. Le jeu arrive, le jeu est enlevé, personne ne dit rien. Alors que le truc, c'est quand même censé être un blockbuster qui a fait des millions de ventes, quoi. Un truc qui peut être vendu, quoi. Un truc qui peut générer du voilà. fric, quoi. Un truc qui peut générer du fric. Donc les gens commencent à se demander pourquoi. Et je pense qu'on peut être d'accord qu'il y a un terrain favorable à la rumeur qui se passe quand même là.
un peu. Et ceux qui... Un terrain de joie de Twitter. Un terrain favorable au décès prématuré. Donc, ceux qui ont téléchargé le jeu à temps ou qui l'ont trouvé en version physique avant ont remarqué que le jeu faisait beaucoup de crash, consommait beaucoup de batterie et provoquait des surchauffes de la Nintendo Switch. C'est bizarre ça. C'est bizarre ça. Et une théorie commence alors à prendre de l'ampleur sur le net. Il y a des messages qui arrivent sur internet. Cooking Mama Cookstar est en fait un outil clandestin de minage de blockchain. de minage de crypto-monnaies. Mais non. Prenant donc le contrôle de la Nintendo Switch pour utiliser les ressources internes de la Switch pour aider à produire du Bitcoin ou autre. Les rumeurs parlent même de récupérer les informations de l'utilisateur telles que nom, prénom, carte bleue, tout ça. Après tout c'est 2020, c'est le bordel, donc pourquoi pas, tu vois. Ouais, on n'est pas qu'à ça, hein. On n'est pas à ça près. C'est ça, mais la rumeur prend pas mal d'ampleur parce que il y avait les messages dont je vous ai parlé d'avant il y a longtemps, les blockchains, tout ça, ça fait peur. Ça prend pas mal d'ampleur, mais finalement c'est, on va dire, principalement, enfin pas mal démenti par d'autres personnes qui font du data mining, c'est-à-dire ils récupèrent la ROM du jeu, ils analysent tout le code et ils disent non les gars, il n'y a pas de blockchain, c'est bizarre, la Switch apparemment elle est pas assez puissante de toute façon pour faire ça, donc non, c'est pas possible. Et donc les théories c'est que en fait c'est juste un jeu Unity mal optimisé, ou alors qu'il y avait bien du code qui concernait du blockchain, mais que comme il a été enlevé à la truelle avant la sortie du jeu, et bien du coup c'était pas, ça laisse des problèmes d'optimisation. Ouais. On peut imaginer un vol de concept à la base et du coup un manque de communication. Enfin, c'est bizarre. C'est bizarre. Hein. C'est bizarre. Donc apparemment, c'est pas un virus du futur. Parce que ça doit bien être breveté cette affaire. Donc. C'est très récent en plus. Oui, le jeu est sorti en mars, ça a été enlevé en mars. Mais du coup, alors on peut se demander, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi le jeu a été retiré de la vente ? On sait toujours pas exactement. Mais par contre, il y a un développeur anonyme de First Playable qui sur Screen Rant, donc c'est un site où on parle d'avis de films et tout ça, qui déclare: les déclarations de Planète Digital, donc, entre crochets, à propos du blockchain sont des bêtises marketing. Le boss de Planet Entertainment sait très peu de choses à propos de ces technologies. Il dit des mots compliqués pour avoir des investisseurs qui aiment bien ce genre de truc. Aucun crypto-minage n'aurait pu passer les tests de Nintendo et de Sony. Donc, bah oui. Là, je pose un truc. Sony, comment ça Sony ? Il y a une version PS4 qui a été développée. Aucune preuve tangible de sa véracité. On sait pas. C'est-à-dire qu'apparemment, à un moment donné, il y avait marqué PS4. Elle est pas sortie. On sait pas ce qui se passe avec ce truc. Ok. Et donc, je prends la suite de la déclaration. Je ne crois pas que quelqu'un à First Playable soit même capable de développer de telles choses. Il dit ensuite: il y a une bataille légale entre Planet Entertainment et Office Create. Planet Entertainment a sorti le jeu contre le souhait de Office Create, le développeur historique qui possède la licence. Office Create voulait que le jeu soit amélioré, voire annulé avant la sortie. À un moment, des clients japonais d'Office Create sont venus donc à First Playable, le studio de développement, pour encadrer le développement. Une dispute éclata et les clients ont été congédiés dans la condition que si leur critique n'était pas plus constructive. Tu vois. Donc faut imaginer des mecs qui possèdent la licence qui arrivent et qui se font congédier en mode on s'en fout de ce que vous dites. Cassez-vous. C'est la folie. Yes. Une fois que Office Create s'est rendu compte que Planet Entertainment avait quand même sorti le jeu, donc le 26 mars, ils ont utilisé leur contact chez Nintendo pour virer le jeu de l'eShop et stopper la production des cartouches. Les pubs et la communication, c'est-à-dire que First Playable avait préparé de la communication et des pubs, c'était bloqué par Office Create tout au long du processus, alors qu'ils avaient créé des sites, ils avaient créé des pubs YouTube, ils avaient créé des TikTok qui sont jamais sortis du coup. Alors je vais pas aller plus loin, mais en gros il décrit ensuite que Planet Entertainment a attaqué Office Create pour la perte d'argent engendrée, parce que du coup Planet Entertainment ils ont tout payé et tout, et du coup c'est difficile de savoir si le jeu sortira vraiment un jour ou non. Et encore aujourd'hui, c'est encore en action légale, en action en justice, donc le dossier Cooking Mama Cooking Star qui semble être Cookstar. C'est vrai, Cookstar. J'ai regardé. Tu as raison. Qui semble être un innocent jeu de cuisine, eh bien, ce dossier n'est toujours pas terminé. C'est toujours une bataille de copyright. C'est vrai que c'est un peu compliqué de savoir quelle est la preuve que tel machin a développé tel truc. Comme le gars Screenruns, il est anonyme, hein, le développeur à la fin. Oui, à la fin, il a raison, je pense. Mais c'est quoi cette histoire de maison Toddy qui est en fait les headquarters de la marque ? Tu vas sur Planet Digital Entertainment, tu tapes l'adresse.
et tu tombes sur la photo de cette maison. Et t'as pas eu de Alors, réponse vis-à-vis de ça, de savoir si c'était un Pas laboratoire de- souterrain de je peux développement pas- de Je peux pas te Cooking dire Mama. plus que ça. Je peux pas te dire plus que ça. Je vais mettre sur YouTube, je vais mettre différents articles en description, notamment celui de Courrier International. Et vous pourrez voir par vous-même les infos supplémentaires. Je pense que j'en ai déjà assez parlé. Hein Est-ce qu'on va pas conclure le podcast là-dessus? Ah bah on va. Petit sujet léger. Petit sujet léger. C'est la folie quand même cette histoire. Bah ouais, non, mais c'est assez dingue. C'est assez dingue. Je la trouve pas par contre. Parce que- C'est Planet Digital Entertainment. Et bah moi, moi je suis tombé sur Planet Entertainment. Là, regarde. Ouais, c'est Planet Éditeur. Digital Partners que tu Mais dois du coup- trouver. mais Mais du coup- c'est bien la maison que je t'ai trouvée, les gens pourront vérifier. hein. Et du coup, Hugo, c'est totalement faux cette histoire de minage de Bitcoin alors Apparemment, oui. Ou alors ça aurait Apparemment, c'est complètement faux. C'est-à-dire que la déclaration de Planet Entertainment en 2019 où ils disent on va mettre du blockchain, vous allez voir, c'est trop bien, ça c'est une vraie déclaration. mais qui en fait qui Et ne dans le- contrôlait pas. Dans le jeu final, il n'y a pas de blockchain. En tout D'accord. cas, d'après Ok. plusieurs dizaines de personnes qui ont miné les ressources, qui ont regardé les ressources, enfin qui ont observé les données et qui ont dit il n'y a pas. il y a Parce que, rien. parce que ça me fait penser à un truc assez bizarre qui s'était passé il y a quelques années avec Valve et comment sur Steam, où il y a une énorme vague de jeux qui Bah écoute, à la limite, pendant que t'en parles, moi je vais me préparer pour faire la musique à la Très fin. bien, très bien. Pas de Allez. souci. Mais en fait, ça me fait penser à des jeux sur Steam qui, il y a quelques années, étaient extrêmement chers. Enfin, on se retrouvait avec des jeux qui avaient zéro contenu, très bizarre. Et les jeux étaient aux alentours de 200, 250 euros, 150 euros. Et en fait, c'était totalement des mineurs de Bitcoin. Avec des développeurs qui étaient anonymes, inconnus. C'est ouf. Et qui sortaient des jeux faits à l'arrache, très vite fait. Et en fait, c'était des mineurs de Bitcoin, quoi. Voilà. C'est assez dingue. Bah moi je vais tourner la caméra pour que vous puissiez admirer le beau Hugo qui fait de la guitare et qui chante en même temps. Et on va se quitter en musique. Et ben, vous pouvez nous retrouver du coup sur les réseaux habituels, c'est-à-dire sur le réseau habituel, Twitter, où on est assez actif et on poste quand on est en live et quand on va préparer un live et quand on va préparer le podcast. Vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube, le Small Talk. Effectivement, vous pouvez follow la chaîne Twitch si le podcast vous a intéressé. Et on finit en musique avec. je suis pas prêt. C'est pas grave, t'inquiète, je continue. Est-ce que tu m'entends d'ailleurs, Laurent? Je t'entends parfaitement. Super. Dis-moi en plus, Hugo. Eh bien, écoute, je vais vous parler du morceau que je vais jouer. Donc en fait, c'est encore une fois un morceau de jeu vidéo. Donc il s'agit d'un jeu qui s'appelle Bastion de Super Giant Games. Donc c'est un jeu indépendant où voilà, on joue. C'est un jeu d'action où on a un narrateur qui nous explique l'histoire et à un moment donné, on va se rapprocher d'un personnage à la fin du niveau. Et ce personnage, il est en train de chanter une chanson au moment où on arrive. Et cette chanson, elle s'appelle Mother, I'm Here, où il parle voilà, de son retour à la maison après sa participation dans une guerre. Et donc, je vais pouvoir vous chanter ça. Bah, merci à toi Hugo, merci de nous avoir écoutés et puis bonne écoute. I set my sail, fly the wind and will take me back to my home, sweet home. Lie on my back, clouds are making way for me. I'm coming home, sweet home. I see your star, you left it burning for me. Mother, I'm here. Eyes open
coming home, sweet home. I take your hand, now you'll never be lonely. Back when I'm home, sweet home. I see your soul, you left it burning for me. Mother, I'm here. Merci.